Vous n'entendez pas là, si? Ah ouais. Ok. Voilà, c'est très impressionnant de parler devant ces têtes amicales et connues. Dire un mot quand même de notre invité qui vient de très loin, par le Thalys, M. Thomas Lamarche, que nous avons connu grâce à l'école de la coopération, grâce aux Bigres Rencontres, grâce à son travail dans la manufacture coopérative, dont il nous dira un mot demain, nous qui sommes les privilégiés de travailler chez Smart. Et puis Thomas est prof d'économie à Paris, non pas un, non pas deux, non pas trois, mais Paris tout court, à l'université de Paris tout court. Voilà. Bon, finalement, tout ça, tout ce qui nous réunit aujourd'hui, au départ, c'est mon ignorance. Monsieur professeur Viron, vous parlez parfois du néolibéralisme comme s'il s'agissait de la source de toutes nos misères. Mais qu'est-ce qui le caractérise exactement? Et qu'est-ce qui le distingue du libéralisme? N'est-ce pas dans les deux cas une doctrine construite pour permettre aux dominants de développer leurs affaires avec le moins de contraintes possibles? Et chaque fois, j'étais obligé de répondre « Je ne sais pas vraiment, mon petit Carmelo, mais je te promets, dès que j'aurai le temps, je me renseignerai, j'irai voir. » Ou bien parfois, j'entendais quelqu'un se référer à Polanyi, Karl Polanyi, en disant « Il faut réencastrer l'économie dans la société. » S'il faut la réencastrer, c'est que donc précédemment, elle a été encastrée. Mais si elle ne l'est plus, comment a-t-elle été dégagée de l'ensemble dans lequel elle était encastrée? À coups de burin et de marteau, avec une grue de 120 tonnes. Quand je posais ces questions au professeur Viron, j'étais bien obligé de répondre « Désolé, mon petit Carmelo, je ne sais pas très bien. Mais dès que j'en aurai fini avec les urgences au boulot, promis, je me renseignerai. » Mais le temps nécessaire, vous le savez tous, on ne l'obtient jamais. Courir, courir, run, 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 dadou, run, run. C'est même une difficulté majeure de la vie en entreprise. Difficile de libérer du temps pour étudier, réfléchir aux cadres généraux qui régentent notre travail. L'opérationnel bouffe tout ou presque. Et même si on bénéficie de crédits d'or pour se former, c'est pour des choses directement utiles, du genre Excel ou PowerPoint, ou je ne sais pas. Alors, l'association des métiers de la création, ASBL historique de Smart, a une chance dont je bénéficie très directement, c'est qu'elle est subventionnée pour faire un travail d'éducation permanente. Et donc, je peux m'éduquer en permanence, et en m'éduquant, évidemment, j'éduque aussi mes collègues et tous les autres. Et je développe tous les savoirs utiles à l'émancipation individuelle et collective. C'est bien connu. Donc c'est en partie sur ce temps de travail et en partie grâce à un congé sans solde que j'ai pu prendre le temps de lire, en l'annotant, le maître ouvrage de Karl Polanyi, La Grande Transformation, un ouvrage dense de près de 500 pages que j'ai pu lire jour après jour en prenant des notes et aussi en lisant sur le côté pour comprendre, essayer de comprendre ce que je ne comprenais pas dans ce que Polanyi disait. Polanyi est une des références clés de l'économie sociale, mais en dehors de ce cercle-là, il n'est pas très connu. Je l'ai vérifié à plusieurs reprises autour de moi. J'ai des gens pourtant très intelligents. Parallèlement à cela, moi, je me suis pris de passion pour un maître écrivain, un extraordinaire écrivain d'idées qui est Michel Foucault, un des philosophes les plus influents du XXe siècle, qui a influencé beaucoup de mouvements de la Nouvelle Gauche. Monsieur professeur Viron, c'est quoi la Nouvelle Gauche? Écoutez, on ne va pas en parler, c'est un autre sujet. Donc, mon petit Carmelo, on se concentre sur le libéralisme. Mais en tout cas, son histoire de la folie à l'âge classique, son Les mots et les choses, une archéologie du savoir, surveiller et punir, tous ces ouvrages majeurs lui ont assuré une notoriété vraiment mondiale. Il a été professeur en 1970, il a été élu professeur au Collège de France en 1970. Et dans le cadre de ce professorat, il a consacré une année de son cours à la naissance du néolibéralisme. Il y a un livre qui est paru après sa mort, qui s'appelle « Naissance de la biopolitique ». Alors,
avec ma collègue Judith, on a un centre de documentation ici chez Smart, donc on s'est dit on va montrer le bouquin de Polanyi que nous avons dans les collections du centre de documentation en français et en anglais. Vous n'avez pas ça à Paris, hein, la version anglaise. Et on va aussi montrer le bouquin de Foucault, qui est dans notre centre de doc, qui est un centre vraiment très centré sur ces questions d'économie sociale, du travail artistique, du travail en général. Je ne vais pas vous reparler de ce livre en détail, c'est l'objet du petit essai que je vais présenter tout à l'heure, mais il m'est apparu en tout cas que Polanyi et Foucault étaient extrêmement complémentaires et que jamais, à ma connaissance, en tout cas, on avait pris la peine de les mettre en rapport l'un avec l'autre. Polanyi qui nous parle de la naissance du libéralisme, Foucault qui nous parle de la naissance et du développement du néolibéralisme. Et donc c'est l'objet de l'essai que nous présentons ce soir et qui coûte 2 €, ce qui n'est vraiment pas cher, parce qu'en 60 pages, on y résume 500 pages de Polanyi, 300 pages de Foucault, et donc c'est quand même pas mal. Ça s'intitule Polanyi, Foucault, 2 pensées pour s'armer contre le néolibéralisme. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut prendre les armes, mais en tout cas, c'est plutôt l'idée que si on veut s'attaquer au néolibéralisme, on a intérêt à avoir un moral d'acier, une volonté de fer, une stratégie en béton armé, parce que l'ennemi en face, il est sacrément méchant et puissant. Bonjour. La grande transformation, c'est donc une histoire de l'Europe envisagée sous l'angle de l'économie, qui examine la manière dont les sociétés européennes se sont transformées en profondeur avec l'instauration d'un marché de libre-échange. Sa première idée majeure, et j'y insisterai à plusieurs reprises, c'est que le marché de libre-échange n'est pas une donnée historique, ce n'est pas quelque chose qui découle naturellement de l'activité des hommes, c'est au contraire quelque chose, une construction historique que l'on peut décrire très précisément et qui a d'emblée suscité de nombreuses tensions et de nombreux conflits d'intérêts. Et l'avantage des choses qui ont été construites, eh bien, c'est qu'on peut les détruire, ce qui n'est pas le cas des choses qui se développent tout à fait naturellement. Et une autre idée majeure de Polanyi, c'est l'idée que l'économie ne se réduit pas au marché, qu'au contraire, pendant très longtemps, les sociétés ont vécu sans qu'il n'y ait de marché. On a connu des civilisations importantes, des sociétés complexes, où il n'y avait pas de marché, presque pas. En revanche, ce qui dégage, et que je ne sais pas si on l'avait fait avant lui, mais lui le fait de façon très systématique et très éclairante, c'est que dans chaque société, il y a 3 grands principes qui structurent les échanges économiques, qu'on peut qualifier vraiment d'économiques. C'est la réciprocité, je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. En te donnant quelque chose, j'exprime l'estime que j'ai pour toi et la position que j'occupe dans la société et que je considère que tu occupes dans la société, et inversement pareil. Il y a une autre chose qui s'appelle la redistribution. Là, ce n'est pas de pair à pair, mais c'est à partir d'un pouvoir centralisé, qu'il soit chef du village ou matrone ou peu importe. On a un bien collectif qu'on met ensemble et qu'on se répartit entre nous, en fonction de règles qui peuvent être toi tu es plus gros, donc tu auras moins à manger parce que tu dois faire régime, par exemple. Ça, c'est une règle tout à fait moderne, mais qui aurait pu exister autrefois. La redistribution, vous connaissez tous ce principe, en fait, puisque dans nos sociétés, il est actif dans deux mécanismes très complémentaires. C'est d'une part l'impôt, on paye des impôts, et à partir de l'impôt, le pouvoir central, provincial, communal, le quartier décide qu'on va construire des routes, on va construire des écoles, etc. Le deuxième système, c'est celui de la mutualisation. On met ensemble nos cotisations sociales et toi qui es malade, tu peux bénéficier des cotisations sociales que moi j'ai versées moi qui suis en bonne santé, pour pouvoir passer ce cap difficile. Voilà, c'est pas très compliqué. Et le troisième système, nous le connaissons tous aussi, c'est l'administration domestique. Ma mère faisait des confitures, elle
elle cousait. Mon père faisait le jardin. Tout ça, c'est de l'administration domestique, c'est-à-dire que on profitait de notre travail, qui n'était pas un travail rémunéré, mais qui était un vrai travail, pour assurer un certain confort, une certaine prospérité de la famille. Et je suppose que tous, vous avez des tâches d'administration domestique qui sont de l'économie. Peut-être faites-vous, comme M. Jourdain, de l'économie sans le savoir. Comment est-on passé à l'économie de marché ? Bon, je ne vais pas passer en revue tout le bouquin de Poliani. Je le fais plus en détail dans l'essai que j'ai publié. Mais en tout cas, quelques grandes étapes qui sont très importantes dans l'histoire de l'Europe. Il y a un phénomène qu'on a appelé les enclosures. Alors, sans le savoir, les paysans d'autrefois pratiquaient ce qu'on appelle aujourd'hui avec beaucoup de fierté le commun. Il y avait des territoires qui n'appartenaient à personne, et donc on allait pouvoir y mener ses moutons, ou bien, malgré la bise qui mord, on pouvait traverser la forêt blême pour y traverser du bois, pour y ramasser du bois mort, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Donc c'était tout à fait un usage du lieu qui n'appartenait à personne en particulier, qui était un bien commun. Et il y a une espèce de hold-up, d'abord en Angleterre et puis en France. Les riches, les nobles, les seigneurs ont dit ceci c'est à nous, donc on va l'enclore. On va faire des enclosures sur ce territoire et vous n'aurez plus le droit d'y aller simplement. Et votre maison, elle est dans notre enclosure, donc on va démolir votre maison, on va vous chasser. Et il y a une forme d'appropriation du territoire que Polanyi qualifie de hold-up ou de révolution des riches contre les pauvres. Et ces enclosures, en fait, ont quand même, il faut être un petit peu juste, ont bénéficié à la prospérité, au moins des propriétaires des enclosures, parce qu'elles ont permis d'abord un meilleur rendement agricole, et puis parce que, comme les moutons n'allaient plus partout, ils ont proliféré, il y a eu plus de laine, on pouvait filer la laine, et en filant la laine à les plus pauvres qui la filaient, on arrivait à développer un embryon d'industrie. Voilà, première étape, mais en tout cas, première aussi prédominance de la propriété, de l'appropriation en tout cas d'un sol par des plus riches. Deuxième étape fondamentale que Polanyi met en évidence, c'est l'industrialisation. On construit des machines, notamment pour des métiers à tisser. Et donc, la machine coûte cher. Et plutôt, moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'entendre la langue ou les phrases d'un auteur. Donc, je vais vous lire un petit passage de Polanyi qui explique un petit peu ce que c'est les machines et comment ça marche. Comment ça marche, comment ça a déterminé vraiment l'évolution de l'économie. Comme les machines complexes sont chères, elles ne sont rentables que si de grandes quantités de biens sont produites. On ne peut les faire fonctionner sans perte qu'à condition que l'écoulement des biens soit raisonnablement assuré et que la production ne soit pas interrompue par manque de matières premières nécessaires à l'alimentation des machines. Pour le marchand, cela signifie que tous les facteurs impliqués doivent être en vente, c'est-à-dire qu'ils doivent être disponibles en quantité voulue pour quiconque est prêt à les payer. Si cette condition n'est pas remplie, la production à l'aide de machines spécialisées est trop hasardeuse pour être entreprise, et du point de vue du marchand qui risque son argent et de la communauté dans son ensemble, qui en arrive à dépendre d'une production ininterrompue pour ses revenus, ses emplois et son approvisionnement. Et donc Polanyi montre comment, à partir du développement des machines et d'une industrialisation de la production, finalement tout le monde en arrive à être complètement dépendant de ces machines, et aussi, surtout, comment il faut un changement de mentalité pour que les personnes puissent arriver à être considérées comme des marchandises. Vous devez vendre votre propre force de travail pour alimenter la production. Ce sont des réalités parfois un peu éloignées de nous, mais avant, les travailleurs n'étaient pas des marchandises. Les travailleurs étaient des enfants de Dieu.
Ça peut nous sembler bizarre, mais ils encaissaient leur destin comme des destins de créatures de Dieu. À partir du moment où il y a une laïcisation de la pensée qui s'accompagne de l'industrialisation, on peut commencer à considérer l'homme non pas comme quelque chose de fils de Dieu, enfin, je sais pas, sacré. Enfin, les enfants de Dieu ne sont pas tellement sacrés, mais enfin, en tout cas pas quand ils sont nègres et qu'on peut les exploiter, les coloniser, mais voilà, les enfants de Dieu deviennent des marchandises comme les autres. Où on était, page 9, je crois. À partir de là, ce qui se passe, à partir de là aussi, il y a un autre phénomène important, une date historiquement très importante, c'est 1492. 1492, c'est la découverte, comme on disait dans le temps, de l'Amérique par Christophe Colomb. Les Indiens, nous sommes découverts, vive Christophe Colomb. En tout cas, cette accession au continent américain marque un changement absolument radical dans l'économie européenne, dans la mesure où elle va permettre le commerce triangulaire des esclaves africains qui seront transportés comme main-d'œuvre vers les Amériques, et puis la matière première américaine qui sera ramenée vers l'Europe. Et donc ça va participer à l'économie européenne de façon extraordinaire, et d'autant plus que ces expéditions coûtent extrêmement cher. Donc pour financer des bateaux, il faut créer les premiers systèmes boursiers, en fait des gens qui mettent leur capital ensemble et puis qui, à Amsterdam ou à Londres, financent l'expédition d'un bateau vers la Nouvelle-Angleterre, vers le Nouveau Monde. Et c'est un produit un peu hasardeux, parce que si le navire coule, tant pis, on a perdu. Par contre, s'il revient, alors on gagne beaucoup d'argent. Voilà. C'est aussi un petit peu lié à la spéculation boursière. Je vois Thomas qui m'approuve, c'est déjà bien. Tout ça, ce n'est pas un travail spontané. Polanyi explique qu'en fait, il y a un double travail qui est très très puissant et très fort, et qui nécessite des décennies et des décennies de manœuvres sociales, politiques. Il y a d'une part le fait que le pouvoir politique se met en place de telle sorte qu'il va favoriser le commerce et les marchands. Pourquoi ? Parce que le pouvoir monarchique se développe, et donc en s'appuyant sur les marchands, ça lui permet d'enrichir ses finances, et ça lui permet d'exercer plus facilement son autorité sur l'ensemble de ce qu'on appelle l'aristocratie, donc des seigneurs féodaux. Mais le mouvement principal est peut-être celui qui oblige à un changement de mentalité. Ce travail de mentalité, c'est vraiment, Paul Polanyi le souligne à plusieurs reprises, c'est vraiment, avant on travaillait pour subsister. Il y avait plein de jours de congé pendant l'année. Beaucoup plus que maintenant en fait. C'était les fêtes chômées de la religion. Et il faut que la motivation de subsistance soit remplacée par quelque chose de beaucoup plus important, qui est l'appât du gain. On doit gagner sa vie, on doit accumuler des richesses. Il y a une petite fable que vous avez peut-être étudiée dans votre enfance, qui est celle de La Fontaine, le savetier et le financier. Le savetier chante toute la journée, le financier l'envie. Et puis, mais c'est en emmerdant celui-là. Moi, je suis tracassé tout le temps par mon argent. Et celui-là, qui n'a rien, il chante tout le temps, donc je vais lui donner de l'argent. Et le financier, tout d'un coup, enterre son trésor dans la cave, il commence à être inquiet. Si on me le volait, qu'est-ce qui va se passer ? Et je trouve que cette fable de La Fontaine, au milieu du XVIIe siècle, illustre assez bien ce changement qui peut dire on travaille dans une forme d'insouciance parce qu'il faut assurer juste sa subsistance, et puis tout d'un coup, on est mêlé à une société où l'objet, c'est de gagner du pognon, c'est de le conserver, donc de l'accumuler, et puis de prospérer. Et puis vous êtes tous, j'imagine que vous avez tous mis vos actions quelque part, et que voilà. À partir du moment où le libre marché devient la norme, tout le jeu politique consistera à limiter le plus possible les interventions de l'État sur les échanges marchands
pour faire jouer la vérité des prix dans une dynamique d'offre et de demande. Il y a beaucoup de blé, le prix diminue, il y en a très peu, il devient très rare, et donc très cher. Et la croyance qui s'attache à ce système de pensée, Polanyi parle de credo, vraiment quelque chose de très religieux, très dogmatique, c'est qu'il existe comme une main invisible qui fait que le marché s'autorégule. C'est bien connu. Plus on s'enrichit, plus tout le monde prospère, et finalement, le marché s'autorégule. Mais ça ne marche pas vraiment exactement comme ça. Et ce que Polanyi souligne aussi, c'est que pour qu'une société de marché puisse se constituer, il faut que tout soit marché. Y compris le travail de la terre, y compris le travail des hommes. Et Polanyi montre beaucoup d'autres choses, mais moi je m'arrêterai là dans la lecture de Polanyi. Il montre que dire que le travail ou la nature sont des marchandises, comme les autres, c'est se faire leurrer, c'est se leurrer soi-même par une fiction. Et cette fiction a des effets destructeurs. Pour illustrer ce qu'il écrit, je voudrais vous lire un second texte qu'il a écrit en 1944 et qui me paraît, plus encore que Foucault, collé à notre époque. Il dit ceci: permettre au mécanisme du marché de diriger seul le sort des êtres humains et de leur milieu naturel, et même en fait du montant et de l'utilisation du pouvoir d'achat. Cela aurait pour résultat de détruire la société. Car la prétendue marchandise qui a nom force de travail ne peut être bousculée, employée à tort et à travers ou même laissée inutilisée sans que soit également affecté l'individu humain qui se trouve être le porteur de cette marchandise particulière. En disposant de la force de travail d'un homme, le système disposerait d'ailleurs de l'entité physique, psychologique et morale, homme, qui s'attache à cette force. Dépouillés de la couverture protectrice des institutions culturelles, les êtres humains périraient, ainsi exposés à la société. Et il poursuit, en parlant non plus des hommes mais de la nature. La nature serait réduite à ces éléments: l'environnement naturel et les paysages souillés, les rivières polluées, la sécurité militaire compromise, le pouvoir de produire de la nourriture et des matières premières détruit. Les marchés du travail, de la terre et de la monnaie sont sans doute essentiels pour l'économie de marché, mais aucune société ne pourrait supporter, ne fût-ce que pendant le temps le plus bref, les effets d'un pareil système fondé sur des fictions grossières, si sa substance humaine et naturelle, comme son organisation commerciale, n'était pas protégée contre les ravages de cette fabrique du diable. Moi, je trouve cet extrait assez évocateur de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Voilà. Alors, si vous me permettez, je vais boire un petit coup et puis je passe à Foucault. Je me souviens que dans les élections présidentielles de 1974, René Dumont était apparu à l'écran. C'était le premier candidat écologique de l'histoire de France et qu'il avait pris un verre. C'était un verre d'eau, lui. Il l'avait bu longuement. Il avait dit « Ah, c'est bon l'eau, mais vous savez qu'elle sera bientôt inutilisable, qu'elle va disparaître, que ça deviendra... » Il avait commencé tout son discours comme ça. Je trouve que c'est toujours un exemple à se rappeler, le vieux René Dumont. Alors, Foucault, naissance de la biopolitique. En étudiant la naissance de la pensée néolibérale, Foucault va montrer que ce n'est pas juste une variante du libéralisme, mais qu'il repose, ce néolibéralisme, sur des fondements très différents. La doctrine classique mettait en évidence la liberté des échanges comme facteur de développement économique. Et pour favoriser les échanges, il fallait réduire au maximum les possibilités d'intervention de l'État sur le marché. C'est une considération qui vient du fait, et on ne se rappelle pas suffisamment ces choses-là, mais à l'époque, la barrière Saint-Gilles, par exemple, c'était une barrière douanière. Il y a plein d'endroits comme ça, tous les pouvoirs communaux, tous les pouvoirs féodaux avaient érigé un petit peu partout des systèmes de douane, des systèmes de change, qui faisaient que même une mesure n'était pas la même d'un endroit à l'autre, qu'il a fallu attendre la Révolution française pour que le système métrique se mette en place. Et donc, on peut aussi
essayaient de se mettre un petit peu à la place de ces salopards de marchands du Moyen-Âge qui essayaient de rationaliser leur activité économique et de pouvoir bosser un petit peu plus librement et de façon peut-être un petit peu plus rationnelle. Ce que les théoriciens du néolibéralisme mettent en évidence, ce n'est pas la liberté de l'échange, c'est la concurrence qui est le moteur. Pour eux, c'est le moteur de l'économie. C'est la concurrence, c'est ce qui permet à chacun d'être le plus compétitif par rapport à l'autre. Ça, c'est la première divergence majeure. Et leur position par rapport à l'État n'est pas non plus la même que les libéralistes, que les libéraux classiques. Ce qu'ils demandent à l'État, ce n'est pas de se maintenir en retrait, ce n'est pas que les États interviennent le moins possible. Au contraire, ce que la doctrine néolibérale préconise, c'est que l'État intervienne le plus activement possible pour créer les conditions les plus favorables possibles à ce marché. Je pense que c'est une idée forte et très très importante parce qu'elle nous permet de ne pas être naïf quand on se dit mais tiens, comment ça se fait que les États financent les banques lors de la crise bancaire en 2008 ? Ben, c'est évidemment parce que le marché demande que l'État intervienne selon les formes qui leur conviennent. On a vu récemment le développement des plateformes numériques. Avec tous ces travailleurs, là, coursiers, taxis, etc., on pourrait croire que que l'État va intervenir pour obliger, par exemple, ces plateformes à faire de tous ces travailleurs des salariés. Ben non, l'État libéral, le gouvernement de Charles Michel, dit on est moderne, on va s'adapter à l'évolution du monde, on va créer quelque chose qui favorise l'économie collaborative. Il y a une loi qui permet de travailler, de faire un taxi Uber, de travailler à vélo sur les coursiers des Lévis Rouges. Je ne sais pas si vous avez la même chose, mais enfin voilà, nous on a ça. Une loi qui favorise l'économie collaborative. On dit, finalement, c'est un particulier qui rend un service à un autre particulier. Oui, c'est vrai qu'entre-temps, il y a une captation de valeur par les plateformes, mais ce n'est pas important, ça c'est juste un machin technique. Donc on voit très bien dans ces conditions-là comment le marché dicte à l'État ses conditions pour s'adapter aux formes de développement qu'il prend. C'est pas ça que je devais faire. Le néolibéralisme, tel que l'étudie Foucault, a deux points d'émergence. En fait, un en Allemagne, ce qui s'appelle l'école de Fribourg, et l'autre aux États-Unis. Pourquoi l'école de Fribourg ? Parce que la doctrine néolibérale allemande a été inventée, mise en place, élaborée par des profs d'économie, des juristes, toute une série de savants qui, pour l'essentiel, étaient profs à l'université de Fribourg, alors que Thomas, lui, est prof à l'université de Paris, ce qui n'est pas la même chose. Vous allez voir tout de suite, tout à l'heure, qu'il y a des grandes divergences entre l'école de Fribourg et certaines écoles de Paris. Voilà, pour aller très très vite, il s'appuyait notamment sur une revue qui s'appelait l'Ordo, l'ordre en latin, une revue pour l'ordre économique et social, si je me souviens bien. Et c'est aussi pour ça qu'on les appelle parfois les ordolibéraux, qu'on parle de l'ordolibéralisme. Très rapidement, Foucault dit qu'il ne s'agit plus d'établir un marché sur la surveillance de l'État, mais un État sur la surveillance du marché. Il ne s'agit pas seulement, écrit Foucault, de laisser l'économie libre, il s'agit de montrer jusqu'où vont pouvoir s'étendre les pouvoirs d'information politique et sociaux de l'économie de marché. Donc l'État ne doit pas intervenir sur le marché lui-même, mais fixer le cadre le plus adéquat possible au développement de la concurrence. Alors il cite un exemple assez longuement, c'est celui d'un économiste, ou je crois que c'est un économiste, un des pères de l'ordolibéralisme qui s'appelle Eucken, qui étudie la question de l'agriculture dans les années 50. Il dit, mais voilà, l'agriculture allemande n'est pas en mesure de pouvoir prétendre au libre marché. Il y a trop de paysans, beaucoup trop de paysans, les terres sont trop petites, c'est pas assez mécanisé, donc il faudra
intervenir pour changer tout ça. Et l'État allemand développe une politique qui permet de faire virer les populations des campagnes vers les villes, qui donne aux paysans des formations pour que ces paysans apprennent à tendre vers une économie industrielle. Et donc on voit comment l'État n'intervient pas sur le marché, mais il intervient sur les conditions qui permettent au marché de la concurrence de se développer le plus possible. Et on voit aussi comment les réactions paysannes d'aujourd'hui vont à l'encontre de ce type de réflexion en disant mais c'est pas plus mal une petite agriculture, une agriculture sur des petites surfaces avec un bétail relativement restreint où on peut maîtriser les choses, même si c'est pas extrêmement rentable au sens où ils l'entendent. Donc l'État doit intervenir sur des données qui ne sont pas directement économiques, sur des données conditionnantes pour une éventuelle économie de marché. Comment modifier le cadre pour que l'économie de marché puisse fonctionner pleinement? Il réagit donc en développant les politiques de formation dont je vous ai parlé. Autre domaine d'intervention de l'État contre lequel les ordres libéraux vont réagir extrêmement fermement, ce sont tous les contrepoids qui ont été mis en place depuis le XIXe siècle déjà pour contrer tous les effets de cette économie sauvage libérale, dont tous les mécanismes de sécurité sociale en gros. Ils les remettent en cause, ces ordres libéraux, en disant, en gros, puisque la concurrence est le moteur du marché, les inégalités sont saines et nécessaires. Elles permettent notamment de faire jouer la concurrence entre les travailleurs, ou bien de faire jouer la concurrence entre des travailleurs et ceux qui n'ont pas d'emploi. Ça ne vous intéresse pas? Il y a plein de gens qui vous attendent et qui sont prêts à prendre votre place. Et donc, au regard du marché, c'est mener une politique erronée que de vouloir tenter de réduire les inégalités par la socialisation des revenus. D'où tous ces discours qu'on entend contre le chômage, contre la mutuelle, contre tous ces profiteurs. Et plutôt que de... Parce qu'il faut quand même penser au business, plutôt que de faire des mutuelles ou des choses comme ça, ce qu'on devrait développer, ce sont des assurances privées qui permettent aux gens riches de prendre une bonne assurance et aux gens pauvres de prendre une moins bonne assurance ou de ne pas en prendre du tout. Non pas à chacun selon ses besoins, mais à chacun selon ses moyens. Alors, il y a une autre version. Il y a l'école de Fribourg, il y a le spécimen de l'école de Paris, et puis il y a l'école de Chicago. Alors, l'école de Chicago, vous en avez entendu parler, c'est notamment Milton Friedman, prix Nobel d'économie en 1976. 1976, c'est 3 ans après le 11 septembre 73. C'était le coup d'État qui, au Chili, a renversé Allende et où Pinochet a pris la place d'Allende avec les pleins pouvoirs. Le Chili a été un modèle d'économie néolibérale parce que, comme tout était muselé, le libre marché a pu se développer et ils ont même inscrit la concurrence, je crois, dans la Constitution, ce qui est un des enjeux de la réforme constitutionnelle qui se prépare aujourd'hui au Chili. Et assez clairement, rien de tel qu'une bonne dictature pour faire démarrer une économie. Milton Friedman parlait du miracle économique chilien. C'était assez fabuleux, quoi. Prix Nobel. Le gouvernement ne doit pas intervenir pour réguler le marché ou faire contrepoids à ses effets destructeurs. Il doit intervenir le moins possible et excusez-moi. Foucault écrit il doit intervenir pour qu'à chaque instant et à chaque point de l'épaisseur sociale, la concurrence puisse jouer le rôle de régulateur. Et l'idée des Américains de l'école de Chicago, c'est qu'au fond, on parle d'État, et c'est très bien, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe dans un État? L'État n'est jamais qu'un agglomérat d'entreprises qui s'ajoutent les unes les autres. L'hôpital, ce n'est pas un service public, c'est une entreprise. L'école, c'est une entreprise, elle doit être rentable. Les familles, c'est peut-être, on peut concevoir la famille comme un modèle d'entreprise. J'ai élevé le petit Thomas, je lui ai appris plein de choses.
grâce au capital que je lui ai inculqué, il est devenu professeur à l'Université de Paris. Et voilà que mon investissement économique, affectif, a permis d'accroître la fortune de l'entreprise familiale avec le petit Thomas, la marche qui va faire beaucoup d'enfants qui vont eux-mêmes devenir des entrepreneurs qui vont nous permettre de prospérer. Voilà, vous avez compris comment ça marche. Et le raisonnement, il est incroyablement réducteur, mais voilà, le management, c'est comme ça marche avec des idées simples. L'individu est un entrepreneur de soi-même, doté d'un capital humain qu'il se devra de faire fructifier. Pourquoi les gens travaillent-ils ? Vous le savez tous, c'est pour avoir un revenu. Le revenu, qu'est-ce que c'est ? C'est le rendement d'un capital. Donc, de quoi se compose le capital chez un travailleur ? De ce qu'il est, ses facultés physiques, ses facultés psychologiques, ce qui le rend capable de gagner tel ou tel salaire. Et comment se forme un capital humain ? Par le biais de la formation et par le biais de l'investissement affectif qu'on fait sur lui, le temps de nourrissage, l'attention qu'on lui apporte à un enfant, tout ce qui peut être considéré comme un investissement. Moralité, love is money. On dirait le slogan d'une banque. Alors, pour conclure, je crois que ça fait longtemps déjà que je parle, les perspectives ouvertes par le livre de Polanyi et les leçons de Foucault nous permettent de mieux appréhender le libéralisme en tant que construction historique fondée sur la croyance en la vérité du marché, vérité dont dépendrait sa capacité à exercer une action efficace en faveur de la prospérité de tous et de chacun. Pour l'essentiel, ce que Polanyi qualifie de credo a prévalu à travers les siècles, même si le libéralisme a muté. En effet, comme le montre Foucault, la pensée libérale modelée dans l'entre-deux-guerres, à partir d'une révision radicale de l'héritage classique, met désormais l'accent sur la différenciation concurrentielle plutôt que sur l'échange. En outre, elle entend placer l'action de l'État sous le contrôle du marché. Sous le contrôle du marché. Voilà, j'ai agrafé à l'envers. Si la page 10 vient avant la page 9, on ne se retrouve plus, c'est comme ça. Les libéraux d'autrefois voulaient se contenter de vouloir limiter l'intervention publique dans l'économie. Pour les néolibéraux, le gouvernement doit se garder de toute ingérence dans le processus économique lui-même pour se consacrer exclusivement, mais très très activement, au cadre qui assure le bon fonctionnement du marché. De l'un à l'autre, cependant, la primauté de ce marché demeure. Loin de chercher à réduire les inégalités, les théoriciens néolibéraux considèrent au contraire que celles-ci constituent un moteur essentiel de la dynamique entrepreneuriale. L'État néolibéral, celui dans lequel nous vivons, se doit donc d'établir un cadre efficace pour le maintien de ces inégalités. Par exemple, en évitant que l'école serve trop facilement d'ascenseur social pour les enfants les plus pauvres, ou en attisant par une dérégulation du droit du travail la concurrence entre les salariés, les étudiants, les freelancers, les employeurs en sous-traitance et tous ces gens qui se battent pour avoir un peu de sous en travaillant. S'il n'est plus habilité à intervenir sur le marché, le gouvernement en mode néolibéral garde pour champ d'action ce qu'on appelle la société ou la société civile. La société, c'est vous et moi, c'est inhérent à l'humanité. L'humain est par définition un être social relié aux autres par toutes sortes de liens culturels, matériels, affectifs. Les intérêts qu'on y promeut ne sont pas forcément des intérêts égoïstes, loin de là. Alors que le marché n'a pas de frontières, la sociabilité se vit dans des rapports de proximité basés pour l'essentiel sur un territoire particulier, en fondant des communautés particulières, quand bien même cette proximité passerait par l'Internet. Polanyi, tout comme Foucault, montre qu'une forte tension s'établit entre le monde de l'économie et la société. On l'a vu dans le texte que je vous ai lu, Polanyi épinglait les effets délétères de cette dissociation qui conduit à des inégalités meurtrières, à d'écrasantes dominations,
à la dislocation des liens sociaux, à la destruction de la planète. Pour sa part, Foucault, qui est plus froid, comme disait quelqu'un que je connais, pour sa part, Foucault note que, mais la phrase est d'une grande justesse, me semble-t-il, plus on va vers un État économique, plus paradoxalement, le lien constitutif de la société civile se défait et plus l'homme est isolé par le lien économique qu'il a avec tout le monde et avec n'importe qui. C'est face à un constat comme celui-là, mon cher Thomas, que l'économie sociale et solidaire acquiert tout son sens, ne crois-tu pas ? Bon, merci Carmelo. Tu m'as posé une question. Avant, je vais dire 2-3 mots sur quand même les deux grands auteurs que tu as convoqués et dire que je suis assez impressionné du travail que tu as fait. Parce que c'est vrai que globalement, on lit assez peu Foucault et Polanyi. On a tous lu un bouquin que vous ne connaissez pas, mais que vous avez tous lu, qui s'appelle « Comment parler des livres qu'on n'a pas lus ». C'est l'ouvrage le plus utile de Pierre Bayard qu'on doit lire quand on fait des études, et on peut ne pas le lire du coup, parce qu'il s'appelle « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ». Mais l'avantage maintenant, c'est que du coup, on peut un peu mieux parler de livres qu'on n'a pas lus en lisant ta petite note. Et au passage, la question de parler des livres que l'on n'a pas lus est une vraie question intéressante, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que d'avoir lu un livre et comment est-ce qu'on fait pour connaître la pensée d'un auteur ou d'une autrice. Et là, tu nous livres un truc qui est vraiment, que j'ai trouvé vraiment bien, un travail de synthèse d'ouvrage quand même très difficile, assez long, aride. Voilà, donc ça c'est bien. Ce que je trouve intéressant que tu ne dis pas, c'est qu'en fait tu en as une lecture assez marxiste. Probablement un certain nombre d'entre vous ne sont pas très étonnés. Je sais pas, c'est ni un procès ni autre chose, c'est juste que, et du coup entre les lignes on a envie de dire, bon en fait oui Polanyi l'a dit, mais Marx l'avait dit différemment, et en l'occurrence plutôt avant, mais bon, pas forcément pour toujours choisir quelle est la première personne qui a mis le nom sur une notion, parce que souvent les notions sont partagées, elles émergent, elles se traduisent différemment. Alors, deux, trois petites choses juste sur les deux auteurs, puis après, un peu répondre à ta question, notamment sur la dimension de la dynamique coopérative ou des dynamiques d'économie sociale et solidaire dans ce champ-là, ou face à ces enjeux-là, ou face à ce qui devient un corset, parce que ce que tu nous décris, c'est que on a un système qui se structure, et le risque pour nous, c'est de tomber dans une forme presque d'ivresse du pire en disant il n'y a pas de solution, parce que c'est quand même, ça avance de façon extrêmement structurée, institutionnalisée. Il y a en fait il y a un bloc de pouvoir, et pour le coup c'est l'analyse qui est gramscienne cette fois-là, Antonio Gramsci qui parle des blocs de pouvoir, et nous sommes dans un bloc de pouvoir néolibéral qui est extrêmement structurant. Je peux vous renvoyer pour ceux ou celles qui seront intéressés, un petit bouquin qu'ont écrit Bruno Amable et Stefano Palombarini, qui s'appelle « L'illusion du bloc bourgeois ». Je ne sais pas si vous avez lu ou entendu parler de ce bouquin. Ils l'ont publié en France un mois avant l'élection présidentielle de 2017. Donc, ça s'appelle « L'illusion du bloc bourgeois ». Il montre comment le bloc bourgeois se fonde. Et en fait, il décrit la politique macronienne. Et il décrit la traduction en anglais du bloc bourgeois, c'est « The Last Neoliberal ». Donc, il qualifie Macron du dernier néolibéral. Et c'est effectivement, bon, c'est pas le dernier, il y en a d'autres, mais et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est cette question de la constitution du bloc de pouvoir qui fait tenir ce que tu mets en perspective à travers ces deux grands auteurs. Et c'est intéressant d'essayer de comprendre comment tient un bloc de pouvoir et de savoir comment est-ce que éventuellement on peut s'atteler à des éléments de critique. Voilà. Alors donc sur les deux auteurs que tu évoques, je pense que sur Polanyi, il y a un point qui est vraiment important que tu n'as pas évoqué parce que tu n'as pas tout évoqué du coup, mais c'est que donc, le point qui est vraiment super intéressant que tu as évoqué, c'est il y a deux choses chez Polanyi. Il y a la question du désencastrement. Voilà, c'est pour ça que tu l'as évoqué. On avait des activités économiques qui étaient encastrées dans du lien social, la réciprocité, etc. Et l'économicisme, parce qu'en fait, ce que tu décris,
c'est la montée de l'économicisme. Alors on pourrait juste dire de l'économie, mais moi comme je suis économiste, j'ai du mal à attaquer directement toute l'économie. Et donc je dis c'est l'économicisme, c'est-à-dire le primat de la pensée économique sur les autres modalités de pensée. En fait, d'un certain point de vue, les deux auteurs nous disent ça. C'est un point qui est vraiment très intéressant, c'est la façon dont et la discipline économie et l'économie en substance, c'est-à-dire les mécanismes économiques, ont tendance à primer dans un certain nombre de débats, d'organisations, éventuellement dans la psyché aussi, par l'intermédiaire des questions de rationalité économique des personnes. Bref, il y a un point qui est très marquant chez Polanyi, c'est qu'il nous dit qu'il y a un processus de désencastrement qui est donc la naissance du libéralisme, ça tu l'as décrit. Mais ce qu'il faut noter, c'est que, tu l'as dit, il écrit sa principale œuvre. Bon, il y en a plusieurs importantes, mais la grande transformation en 1944, c'est quand même pas tout à fait anodin de sortir ce bouquin-là en 1944. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il y a un processus de réencastrement qui a eu lieu, et que ce réencastrement, c'est un réencastrement fasciste et nazi. Et du coup, ce qui est hyper intéressant dans la période contemporaine, c'est de voir que face à une montée du libéralisme dans tout le 19e, bon, qui est la liberté du capital, hein, bien sûr, ce n'est pas la liberté du sujet, il y a eu un réencastrement au moment où il y a une crise majeure, voilà, autour de la crise d'entre-deux-guerres, particulièrement 29-30, et puis la suite, et que le moment de réencastrement, c'est le moment où il y a un tel niveau de crise que le discours qui prend sur les sujets, parce que le nazisme et le fascisme se sont imposés avec la multitude, pas après contre la multitude, bien sûr, mais avec la multitude, il y a quand même une capacité à mobiliser, il y a des élections qui sont gagnées, il y a des troupes qui sont mobilisées dans des grands éléments de violence. Je ne suis pas en train de dire que c'est légitime, etc., mais ça se fait aussi avec la multitude, et que ce processus-là est un processus de réencastrement contre le libéralisme. Donc c'est quand même ultra puissant comme pensée, en particulier dans la période contemporaine, où on voit la montée des nationalismes, qu'on appelle parfois populisme, mais qu'on a plutôt intérêt à parler de nationalisme autoritaire, qui sont des discours qui interviennent à un moment où il y a de moins en moins d'alternatives. Le fameux TINA de Margaret Thatcher, There is no alternative. Nous, l'année dernière, on a fait un colloque à la fac, c'était pas l'année dernière, c'était il y a 3-4 ans, qui s'appelait TAMA, There are many alternatives, en se disant que quand même, il fallait essayer de regarder ce qui se passe ailleurs. Bref, ce fameux TINA, There is no alternatives, qui est une forme de néolibéralisme en acte. Thatcher, après le moment Pinochet, c'est un moment, le Thatcher-Reagan, qui est un moment de néolibéralisme très directement incarné. Donc elle a eu ces gens-là comme prof, d'ailleurs. Elle a eu ces gens-là comme prof. Oui, elle s'est bien trouvée dans la pensée friedmanienne, tout à fait, oui. Donc le moment de réencastrement fasciste, c'est-à-dire le pouvoir autoritaire, le pouvoir qui dit il y a une alternative d'un certain point de vue face au capital, mais le mensonge c'est que c'est bien avec le capital, que ce soit le pouvoir fasciste et nazi qui avait bien travaillé avec le capital, ou que ce soit les pouvoirs populistes qui sont très proches du capital, et d'un certain point de vue, en tout cas pour ce qui est de la point de vue de la France, des industriels comme Bolloré savent très bien qu'un pouvoir autoritaire, un pouvoir non démocratique est finalement très favorable à l'expansion du capital. Donc dans le climat, en tout cas là, pour ce qui est de la France, là, dans le climat électoral qui se présente, on voit bien d'un certain point de vue comment cette menace fascisante, c'est-à-dire qui se défait de la démocratie, est une forme de réencastrement du politique à travers un discours nationaliste, à travers un discours de plus en plus ouvertement raciste. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est déjà chez Polanyi ce moment où le réencastrement, il peut passer par un pouvoir qui s'affirme comme un pouvoir politique, mais en fait qui ne transforme pas du tout le logiciel économique, mais qui s'adresse à la population en disant que c'est une possibilité de déversoir de haine et donc une forme de bouc émissérisation. Alors je ne dis pas que Polanyi parle de Bolloré, mais on a ce parallèle. Alors bien sûr, les parallèles historiques ne sont jamais complètement bons, ne serait-ce parce qu'on a la mémoire de ce qui s'est passé auparavant, et parce que les conditions institutionnelles ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc il y a quand même un point chez Polanyi qui est vraiment extrêmement d'actualité, c'est sur la nature des processus de réencastrement qui sont possibles et la façon dont ils peuvent être saisis.
Bien sûr, l'autre dont je vais parler juste après, c'est la possibilité d'avoir un réencastrement qui est par le pouvoir de la multitude, par l'engagement autour de l'associationnisme, mais ça, je le dirai juste après. Il y a un deuxième truc qui est vraiment très intéressant chez Polanyi aussi, que tu as évoqué à travers la question des 3 marchandises fictives. Voilà, donc ce que tu nous as dit. Hein. Pour que le capitalisme puisse naître, il fallait transformer des relations sociales en marchandises, la monnaie, le sol, le travail. Donc on a inventé, en fait on invente des institutions, donc c'est quelque chose qui est très fondamentalement politique, on invente des institutions qui permettent de construire des formes de marchandises. Bon, un gros morceau du travail de Polanyi, c'est d'expliquer comment se construisent ces marchandises fictives et comment, pendant plusieurs millénaires auparavant, les activités économiques n'avaient pas besoin de ces marchandises fictives. Et du coup, ça, c'est aussi un autre point qui est très intéressant pour nous, c'est que dans la période actuelle, il y a plein de processus on utilise parfois un mot anglais qu'on traduit en français, qu'on dit commodification, c'est-à-dire de transformer en biens et en services sur un marché des éléments qui étaient hors marché. Alors, il y a des choses qui sont anciennes. Transformer le corps des femmes dans des processus marchands avec la prostitution, ça existait déjà auparavant, mais on a des processus de renforcement de ces formes de commodification sur le corps qui jouent et de commodification de la nature. Les droits de polluer sont un exemple extrêmement marquant de dispositif dans lequel on va construire légalement, juridiquement, un marché pour des formes particulières d'éléments naturels. D'éléments liés à la vie des hommes et en l'occurrence des femmes aussi. Donc là, il y a un point qui est vraiment très intéressant, notamment sur question corps humain, pollution, biodiversité, carbone. Vous voyez, quand une entreprise dit je suis neutre en carbone, ça veut dire qu'en fait, elle a planté des arbres et donc elle a fait un processus de commodification en disant voilà, j'ai du transport aérien, je peux être neutre en carbone parce que j'ai planté des arbres, mais en fait, en plantant des arbres, j'ai planté des arbres dans une forêt et j'ai, d'un certain point de vue, décrété un périmètre dans lequel ces arbres ne devaient pas toucher pour que je puisse voler en jet. Bon, je ne développe pas sur cet aspect-là, mais du coup, la pensée polanyienne sur le processus de commodification et de marchandise fictive, il est encore extrêmement d'actualité, donc il a continué très largement. Voilà, donc la pensée polanyienne est vraiment de ce point de vue-là très riche et nous montre, c'est quand même une pensée qui est ancrée dans un très fort pessimisme, mais j'en dirais 2-3 mots optimistes plutôt pour la fin. Voilà, donc ça c'est la lecture de Polanyi. Tu as raison d'ajouter que, en fait, il a été comment dire, digéré par une partie de la pensée économique critique, en partie hétérodoxe, et c'est pas forcément lui qui est le plus cité, à part dans quelques compartiments particuliers. Alors 2-3 mots sur Foucault aussi. Donc là, Foucault, c'est la base de la French Theory. Alors, moi, ce que je trouve très marquant chez Foucault, c'est le caractère, là aussi, très visionnaire. C'est qu'il dit des choses qui vont advenir quelques années après et qui ne paraissent pas du tout évidentes dans les années 70, dans les années 70. En particulier, alors c'est sûr qu'après, on a réécrit l'histoire du néolibéralisme en le datant des années 30, du colloque Lippmann et de l'ordolibéralisme. Mais donc ce néolibéralisme, il est en genèse pendant une quarantaine d'années, alors que c'est des années de social-démocratie quand même. C'est des années plutôt de redistribution, c'est des années les années d'après-guerre sont des années de justice sociale, mais le néolibéralisme est à feu doux. C'est quand même un processus qui est assez étonnant sur la forme de dessin. Du point de vue de l'histoire des idées, il est plus ancien que du point de vue de sa mise en œuvre concrète à partir des années 70-80. Mais ce que je trouve, parmi les concepts qui sont passionnants, donc tu as beaucoup évoqué la question de la concurrence, et du coup c'est ça qui est vraiment très marquant, c'est la façon dont on s'est retrouvé progressivement, et là les années 90, les années 2000 sont très marquantes de ce point de vue-là, sur un processus de généralisation des dispositifs de mise en concurrence de tous contre tous. Et toutes ces formes de nouveau management public, par exemple, à l'école, à l'hôpital, dans toute une série de domaines, cette espèce de puissance d'organisation par la mise en concurrence et qui est considérée comme un principe juste, légitime. Et donc il y a un pouvoir de légitimation qui est extrêmement puissant. Voilà. Et donc les individus, les organisations, les pays, les administrations, les systèmes d'éducation, à travers PISA, on va mettre en concurrence les systèmes. Le système finlandais est meilleur que le système allemand. Le traumatisme allemand, quand il y a eu le voilà.
quand il y a eu la comparaison des systèmes d'enseignants. Bref, c'est un dispositif de concurrence qui transcende la politique et qui le réduit à un seul objet. Donc ça, c'est vraiment très, très marquant. En fait, on appelle ça néolibéralisme, on aurait pu appeler ça hyper-capitalisme, parce que c'est vraiment... Bon, et le mot qui me manque un petit peu chez Polanyi et chez Foucault, finalement, c'est capital. C'est toujours capital. Pas le capital au sens de Thomas Piketty, qui est plutôt du patrimoine, mais le capital au sens de la seule substance qui a la capacité de mettre au travail et de s'approprier la valeur. Et c'est toujours très implicite chez ces deux auteurs. Enfin, toujours. C'est la plupart du temps très implicite chez ces deux auteurs. Et c'est vrai que du coup, ça crée un triptyque avec Marx, d'un certain point de vue, que tu refais implicitement sans dire son nom. Et ce qui est quand même très marquant dans ces dispositifs de néolibéralisme, c'est que c'est toujours ancré dans des règles de droit, c'est ancré dans des institutions. Donc c'est une puissance de façonnement des institutions, des règles qui marque presque les 40 dernières années et qui participe à la construction des conduites humaines. Donc ça c'est très présent chez Foucault, tu l'as dit aussi. Hein. C'est en grande partie incorporé. Il y a toute la politique des corps, qui est un point qui est très important chez Foucault, c'est que ça va être construit dans les éléments qui construisent le corps des sujets. Et ce qui est hautement problématique, c'est que cette démarche de mise en concurrence occulte complètement les mécanismes de coopération qui sont tout aussi fondamentaux dans l'organisation des sociétés. Et en fait, il y a même, y compris les relectures darwiniennes. L'année dernière, le président du CNRS en France, la plus grosse institution de recherche, a parlé du darwinisme qui était un élément essentiel pour organiser la recherche, ce qui était une vision en plus complètement fausse de ce que dit Darwin et puis de la discussion qu'il y a entre Darwin et Spencer au 19e, en mettant en avant uniquement les mécanismes concurrentiels, ce qui est un pur prisme. Y compris, par exemple, quand Janet Goodell retravaille sur les gorilles, eh ben, elle se rend compte qu'on a travaillé sur les gorilles en disant que le mécanisme du gorille qu'on connaît tous, souvent on considère que c'est un élément qui nous permet de comprendre la masculinité triomphante, le gorille qui est fort, etc. Et en fait, ce qu'elle montre, c'est que les gorilles ont une stratégie de séduction qui est liée à la stratégie du gorille qu'on connaît, la puissance, la force, le combat, mais tout autant à des stratégies de coopération, par exemple en passant par l'épouillement, par des choses comme ça, et du coup qui sont des stratégies de coopération qui ne sont pas des formes dominantes. Et donc le prisme des chercheurs, en particulier des chercheurs, pas des chercheuses, c'est un truc assez intéressant sur la dimension genrée dans les activités de recherche, a été de percevoir des activités liées à de la puissance virile sans voir les formes de coopération. Donc il y a un truc intéressant dans concurrence versus coopération avec une forme d'homologie sur des dispositifs qui ont une forme de connotation genrée. D'un coup, ça me vient à parler plus fort, que je trouve là aussi très intéressante, et que quand on regarde les travaux, d'autres travaux de la fin du 19e, comme ceux de Kropotkin, qui crée un petit bouquin qui s'appelle L'entraide, dans L'entraide, il fait un bouquin, alors c'est très très 19e là aussi de lire Kropotkin, ça n'est pas du tout d'actualité. Il reprend une vision anthropologique de plein de sociétés en montrant comment toute une série de dispositifs de coopération sont des éléments qui permettent à des peuples de survivre, de s'organiser, à des peuples agricoles. Et il y a un prisme où progressivement toute une série de disciplines et la médiation politique qui en est faite valorise la dimension concurrentielle et dévalorise la dimension coopérative. Et ça, c'est quand même extrêmement troublant de voir comment, malgré globalement des corps de chercheurs en sciences humaines et sociales qui sont plutôt critiques, on se retrouve avec un corps de pensée qui survalorise de façon systématique la dynamique concurrentielle et dévalorise les formes d'entraide comme des éléments qui auraient dévalorisé, qui donnent moins de valeur à la dimension d'entraide qu'à la dimension de concurrence. Parce que dans la dimension de concurrence, il y a une forme de performance, de victoire. On sait qu'il y a un gagnant et un perdant. Dans les formes de coopération, il est possible que l'on ne voit pas qui est gagnant, qui est perdant, même si on peut dire, on choisit de dire, notamment dans une coopérative, que c'est un gain collectif. Les formes de performance de ce qui est collectif apparaissent comme moins visibles que de la performance individuelle. Et ça, c'est un vrai biais du regard que nous avons collectivement, mais qui est lié aussi à des formes d'instrumentation dans des prix, dans des concours. Tout à l'heure, tu as évoqué le prix Nobel. Le prix Nobel d'économie n'existe pas, comme tu sais. Hein. C'est un prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel qui a été inventé a posteriori, mais je ne te l'apprends pas, bien sûr, mais je suis obligé de le dire parce que c'est quand même un élément qui est marquant. Mais on est marqué par ces dispositifs-là.
Et d'un certain point de vue, les chercheurs sont aussi marqués par le fait qu'ils ont passé des concours, ils sont contents d'avoir été un peu les premiers de la classe de temps en temps. Ce marquage-là reste extrêmement puissant sur la dévalorisation des dynamiques concurrentielles. Oui, quand on parle de prix Nobel d'économie aussi, il y a quelque chose qui est terrifiant, c'est qu'on fait de l'économie une espèce de science exacte, comme la chimie ou la physique, ce qui n'est pas tout à fait le cas non plus. Absolument, ce n'est pas du tout une science exacte, c'est une économie qui est d'abord une économie politique et qui est une économie qui est le fait d'un travail de la multitude. C'est toujours du travail collectif, ce n'est pas du travail individuel. Mais dans les autres disciplines, on reconnaît des individus, alors que c'est du travail collectif. Donc là aussi, le système de reconnaissance est un système de reconnaissance qui nie le fait que la production scientifique est liée à un travail. Voilà, à nouveau, je dis ce terme très de Antonio Negri, là, le pouvoir de la multitude, mais c'est un pouvoir de la multitude. Les prix Nobel, dans les disciplines où il y a du prix Nobel, dans les sciences, font le travail qu'ils font parce que, non pas parce qu'ils sont dans la prédation des travaux des autres, je n'ai pas dit ça, je pourrais le dire, si vous insistez un peu, je suis capable de le lire, mais je ne dis pas de prédation du travail des autres, mais de capacité à être en haut de la vague. Bon. Le problème de la vague, c'est que d'un certain point de vue, elle devrait redescendre, mais bon. L'économie n'est pas une science exacte, c'est une science politique, ça c'est certain. Et d'un certain point de vue, mais ça nous emmènera un peu loin, en fait, l'économie devrait redevenir une science sociale comme les autres, voire même un des compartiments d'une unidiscipline des sciences sociales, parce que l'économie s'est créée comme une science à part entière, autour de la question de la définition de la théorie de la valeur. Et en fait, la théorie de la valeur, je vous l'annonce ce soir, c'est pas un scoop, mais la théorie de la valeur n'existe pas. Je vous renvoie à un autre bouquin, Carmelo va lire ça juste avant de prendre sa pension, le bouquin d'André Orléans qui s'appelle L'Empire de la valeur, dans lequel il explique... Juste après, alors. Juste après, si tu veux, juste après. Si tu veux, je viendrai discuter, ou bien je vous dirai à André Orléans de venir discuter avec toi. Et André Orléans fait un bouquin absolument magistral en 2011 qui s'appelle L'Empire de la valeur, dans lequel il nous dit, c'est une critique magistrale de l'économie, la valeur n'existe que dans des éléments relationnels, c'est-à-dire selon des dispositifs qui sont créés par les sociétés humaines, et il n'y a pas de valeur en substance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déterminer une valeur en substance pour que ce soit un bien, un service, une valeur financière. C'est en fait cette critique-là qui se résume à 4 mots, là, pas de valeur en substance, mais 4 mots, est quelque chose d'extrêmement puissant qui descend complètement de l'économie de son piédestal. Bon, j'en reviens à Foucault, pour dire qu'il y a encore un autre truc vraiment important sur Foucault, c'est la diminution, mais qu'on a déjà implicitement évoqué, que tu as évoqué, c'est le fait de l'individu entrepreneur de lui-même, du surhomme. Alors là, souvent je féminise les mots, mais là je ne vais pas le féminiser celui-là, parce qu'il y a vraiment une dimension de surhomme, on ne parlera jamais de la surfemme, mais il y a une dimension de surhomme avec... Chez Foucault, il ne le dit pas qu'il y a une dimension genrée. En fait, je dis tout à l'heure, DJ, que dans ton intervention, il manquait un peu Marx, mais il manque peut-être un peu Federici aussi sur la dimension genrée, qui est absolument absente de ces travaux-là, et qui pourtant est un élément extrêmement structurant de la dynamique du capitalisme. Et chez Foucault, il y a ce truc super intéressant, ce de l'individu entrepreneur de lui-même, et qui est très marquant dans la période contemporaine. Tu l'as évoqué un peu, notamment à la fin, entrepreneur dans ses études, entrepreneur dans sa famille, etc. Et donc, c'est des trucs qui nous marquent aussi, notamment dans des organisations dans lesquelles le travail indépendant, le travail d'entrepreneur est un élément structurant. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est intéressant de voir à quel moment on est dans une logique du travail autonome ou dans l'entrepreneur indépendant. Et c'est vrai qu'avec la manufacture coopérative, on a un petit peu travaillé sur cette dimension-là. Et à ce moment-là... C'est une ambiguïté à laquelle on est confronté chez Smart, effectivement, avec des idéologies très différentes chez nos membres et nos sociétés, où vraiment des gens utilisent l'outil pour se lancer comme entrepreneur indépendant. Ouais. Et alors, sans du tout prétendre clore le débat, c'est vrai que on a eu l'occasion de mobiliser encore à nouveau un autre. C'est le soir du name dropping. On lance les grands noms comme ça, de se référer notamment aux travaux de Cornelius Castoriadis pour essayer de caractériser qu'est-ce qui est autonome et qu'est-ce qui est indépendant. J'ai eu notamment l'occasion de travailler ça avec le grand Germain Lefebvre il y a quelques années. Une petite discussion à propos de Castoriadis, pas avec Castoriadis, qui était déjà mort depuis longtemps. Mais du coup, la question du travail autonome est une question hyper intéressante, notamment parce que dans une période de très grande perte en autonomie dans le travail,
que ce soit Graeber qui l'a évoqué avec les bullshit jobs ou la place de la bureaucratie dans nos activités. Et donc, il y a une demande forte d'être autonome dans son activité. Il y a toutes les questions de savoir de qui on est dépendant. Est-ce qu'on est dépendant d'une subordination au capital ou à un employeur, ce qui est très différent dans un cas et dans l'autre, ou est-ce qu'on est dépendant de formes de contrat. Et donc, il y a une tension entre les questions du travail indépendant et du travail autonome, qui est aussi un élément implicite qu'il y a chez Foucault. Et il me semble que le truc qui est vraiment intéressant et qui fait partie de ces travaux, on va dire, d'éducation permanente, au sens que tu le défends ici, c'est comment est-ce qu'on lutte contre l'hétéronomie. C'est-à-dire comment on lutte contre tout ce qui nous empêche d'être autonome. Et derrière cette quête-là, je crois qu'il y a la volonté de l'individu d'être maître de son destin, maître de sa subsistance. C'est le deuxième grand bouquin de Polanyi, qui s'appelle « La subsistance de l'homme ». Bon, subsistance des femmes, il n'en parle pas, mais la subsistance de l'humain. Derrière cette question de la subsistance, il y a comment est-ce qu'on fait pour ne pas être parfaitement hétéronome. Construire les moyens de sa subsistance, mais aussi avoir son mot à dire dans l'organisation. Et c'est là qu'on en vient, je dis quelques mots maintenant sur la dimension de la critique. Donc ce sont des pensées critiques, et en fait c'est des monstres sacrés. On ne sait pas trop ce qu'on va en faire dans nos vies, si ce n'est d'avoir des systèmes de pensée, ce qui est déjà très utile de pouvoir penser la critique. Mais ce que je trouve intéressant dans le fait d'avoir une forme ici lisible, c'est qu'on est dans des organisations coopératives qui développent des critiques qui sont des critiques en acte. Donc qui ne développent pas des critiques théoriques, conceptuelles, mais des critiques engagées dans la pratique. Et bien sûr, pour être dans des critiques engagées dans la pratique, on a besoin d'avoir des instruments, on a besoin de réfléchir. Et du coup, on demande à Carmelo de lire Polanyi et Foucault pour nous, et bientôt André Orléans. Je vous l'annonce, c'est pour mars prochain. Un mois pour lire André Orléans après ta retraite, c'est bien quand même. C'est ce qu'on appelle la rumeur d'Orléans. Ouais, c'est ça. Et du coup, ce que je trouve vraiment un truc très intéressant dans l'histoire du mouvement coopératif, bon, plus largement dans l'économie sociale et solidaire, mais en particulier dans le mouvement coopératif, c'est le fait qu'on a affaire à des critiques qui sont des critiques en acte, des critiques qui sont pratiques. Alors, il y a une partie du mouvement coopératif qui n'a pas de discours politique, ou qui a peu de discours politique, mais qui développe des organisations dans lesquelles on transforme la relation au capital. Parce que le capital est la propriété dans les coopératives de travailleurs, de l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, dans les coopératives de consommation, des consommateurs et des consommatrices, dans les coopératives de logement, des habitants. Je ne vous les fais pas toutes à la suite, sinon on en a pour toute la soirée, parce qu'il y a plein de sortes de coopératives. Mais ce sont les personnes engagées qui détiennent le capital. Donc déjà, ça, c'est une forme de critique du capitalisme, qui n'est pas une critique dans le discours. Il y a des gens qui sont dans des coopératives et qui ont assez peu d'idées sur le discours conceptuel, analytique, historique de ce que porte le coopérativisme. Mais dans le fond, c'est une critique majeure qui est de dire ce n'est pas un capital extérieur qui détient les moyens de production, c'est nous-mêmes. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une solution à tout, ça ne veut pas dire que c'est facile. Moi, j'ai découvert la question de la coopérative en lisant dans mes études, il y a bien longtemps, un petit bouquin qui s'appelait « L'autogestion, c'est pas de la tarte ». Et du coup, je trouve, pour moi, c'est resté un peu un modus, hein, vous le savez bien, en étant dans des coopératives, c'est pas de la tarte, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a les moyens formels de remettre en cause la propriété capitaliste qu'on a tout réglé, mais c'est quand même un point important. Et l'autre point qui est important dans l'histoire du coopérativisme, c'est toute l'histoire de souvent le terme qu'on utilise, c'est associationnisme, qui est un mot en même temps un peu simple et en même temps un peu inhabituel, c'est dire le mouvement qui lie les personnes qui vont s'associer, soit de fait, soit de droit dans une association sans but lucratif. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que le 19e, et là il y a un très grand parallèle aussi avec la période contemporaine, le 19e, au moment où il y a exode rural, industrialisation, et donc les périodes sont coupées des solidarités anciennes, les personnes sont désencastrées. En fait, c'est vraiment ça qui se passe dans la période d'industrialisation du 19e. Les personnes sont désencastrées, elles ont perdu leur solidarité de voisinage et veulent recomposer des mouvements collectifs. Or, il y a des lois, en particulier en France, la Révolution française a interdit les corporations parce qu'elles étaient conservatrices.
Mais du coup, on a interdit les regroupements syndicaux, les regroupements associatifs. Et donc, on va recomposer dans tout le 19e siècle, recomposer ce mouvement-là. Et c'est ce mouvement-là qui fonde la dynamique coopérative avec des critiques en acte. Et le truc de départ, c'est que c'est un truc très simple, ce dont on parlait tout à l'heure. C'est des personnes qui se retrouvent et qui disent à quelques-uns, bon, on va faire une caisse... et puis on va aider la veuve machin parce que son mari est resté au fond de la mine, et on va aider, et on va essayer d'acheter ensemble, ça c'est les fameux tisserands de Rochdale du côté de Manchester, on va acheter ensemble pour acheter moins cher, et le truc de base, c'est de se mettre ensemble pour essayer de recréer des petits îlots pour éviter, d'un certain, tu le dis dans le bouquin, pour éviter la dissociation. C'est-à-dire d'être éclaté, d'être fragmenté par le capitalisme, l'exode rural, l'industrialisation, et pour recomposer des solidarités. Et donc, ce que je trouve vraiment super intéressant dans cette forme de réencastrement, au sens presque polanien du terme, c'est de dire qu'on va le faire, mais on ne va pas le faire on va pas le faire au niveau global. Je pense que c'est ça, c'est un élément de désillusion par rapport à il y a 30 ou 40 ans. En France, c'est très marquant, c'est avant ou après 81. Avant 81, on pense que la conquête de l'État va changer quelque chose. Après, on ne pense plus la même chose, globalement. Et du coup, il y a une forme de renouveau du mouvement associationnisme, coopératif, solidaire, après 81, avec cette désillusion liée à la quête du pouvoir et à la conversion néolibérale des partis socialistes, disons les choses à peu près simplement. Je crois que ce serait compréhensible pour pas mal de monde. Si on peut ne pas être d'accord, mais de toute façon, ça se discute. Mais du coup, ce qui est vraiment passionnant dans cette histoire-là, c'est qu'on se dit qu'on va le recomposer, mais à une autre échelle. Et on ne cherche pas à changer le monde par la prise de pouvoir, même si ça reste un élément décisif, parce que la prise de pouvoir permet tout de même de changer toute une série de structures, mais le changer par le bas. Et donc pas par le bas, par les individus. Donc les économistes, il y a le macro et il y a le micro, mais non, de le changer à des étapes intermédiaires, des étapes d'entreprise, voire de réseau d'entreprise, en disant, là, on a, entre le micro et le macro, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un truc qui s'appelle le méso, l'intermédiaire. Hein. Méso, c'est aussi la science du milieu. Hein. Les écologues ont inventé à la fin du 19e un truc qui s'appelle la mésologie. C'est la science du milieu, pardon. Mais tout de même, bon, Polanyi montre quand même comment l'industrialisation s'est faite aussi par une énorme accumulation de capital parce que les machines coûtaient très cher. C'est une question qui nous préoccupe chaque fois. Comment on fait pour investir des usines où il faut 1 milliard d'investissement de gros matériel pour avancer? On met 100 balles chacun. Comment on fait? Alors, le mouvement coopératif s'est développé principalement dans des activités qui étaient faiblement capitalistiques. Hein, c'est un premier élément de réponse. Parce que le mouvement coopératif n'a accès qu'au capital de ses membres, qui sont eux-mêmes pas des capitalistes, donc ils ne sont pas nécessairement des pauvres. Hein, c'est parfois des classes moyennes, ou des techniciens. Les ouvriers qui font les coopératives au 19e ne sont pas les plus prolos. Hein, c'est plutôt une forme d'aristocratie ouvrière. Alors une aristocratie ouvrière, c'est pas du tout une aristocratie, mais c'est des ouvriers avec un haut niveau de compétences, et ils ont peu d'accès au capital. Et donc, un des points importants dans la réponse à la question que tu poses, c'est que ça marche bien pour des activités, notamment qui sont des activités de plus petite taille et qui ont moins de besoins en capitaux. Ça c'est une certitude. Le deuxième truc, c'est que les coopératives n'ont pas réussi à attaquer de front la question de la division du travail. Et donc, division du travail, ça veut dire deux choses. Ça veut dire division sociale du travail entre les entreprises, entre les organisations, entre les métiers, mais la division interne du travail dans les organisations, la question des hiérarchies, la question de la délibération à propos de l'activité de travail, et d'un certain point de vue, pour changer le monde et l'organisation du travail, il faut réussir à ce qu'on délibère sur le travail. Et c'est très compliqué parce que dans le travail se joue beaucoup de choses, le travail comme œuvre aussi, mais le travail comme hiérarchisation sociale. Et d'un certain point de vue, un combat qui n'a pas été complètement mené. Certains n'ont pas cherché à le mener, d'autres ont cherché à le gagner. Donc quand on cherche à gagner un combat, en fait, c'est pas forcément ça, parce que l'idée, c'est pas de le gagner triomphalement et comment dire, très verticalement. C'est qu'on a réussi relativement peu à prendre la question du travail comme une question fondamentalement politique, qui est le cœur de l'activité. Mais il y a un autre point que tu évoques dans ta question, qui est comment est-ce qu'on fait pour les grosses structures dans lesquelles il y a un investissement important en capital. Et là, il y a quelques exemples qui commencent à évoluer, à avancer, notamment sur les terrains de l'énergie, des coopératives en matière d'énergie, notamment d'énergie renouvelable, qui commencent à avoir des tailles significatives,
qui ne sont pas encore à l'échelle d'un réacteur nucléaire, mais ça tombe bien parce que c'est de l'électricité qui n'est pas nucléaire. Tu as vu, j'ai même la réponse à la question. Mais du coup, ça veut dire qu'à un moment, il faut inventer des systèmes qui sont plus importants. Et là, on se heurte à un autre truc, c'est qu'il y a un des points qui est important dans cette dimension critique, c'est la dimension donc, de lutte contre l'hétéronomie. Et donc, on a besoin de savoir comment on maîtrise, on a besoin de comprendre. Et donc, il y a quelque chose qui passe aussi par l'interconnaissance, c'est qu'on a une vraie difficulté sur le passage à l'échelle, c'est-à-dire quand on fait sur des grandes structures. Donc là, je pense que vous, d'un certain point de vue, vous connaissez ça mieux que moi du point de vue de ce que vous vivez dans des grandes structures, mais on a... et la réponse du mouvement coopératif, c'est l'animation coopérative, hein, c'est remettre sans arrêt l'ouvrage sur le métier, parce que c'est quelque chose qui suppose d'être encore plus nourri quand c'est un processus de grande taille, mais il ne fonctionnera que si on réussit à traiter de la question, notamment de la question du travail et de la répartition du pouvoir. Mais du coup, il y a un autre point, puis peut-être que je m'arrête là-dessus, mais quand l'Alliance coopérative internationale s'est fondée en 1895, elle a développé 7 grands principes. Le dernier principe, c'est le principe d'intercoopération. Et en fait, c'est un principe qui est super bien sur le papier, mais qui a très peu de réalité. Et c'est peut-être celui-là qui va nous permettre de penser un peu comme les économistes, ils parlent de chaîne globale de valeur, là, pour essayer de comprendre comment fonctionne, comment on produit une Nike, ou comment on produit je ne sais pas quel produit sur une chaîne de valeur qui est sur le monde entier. Mais comment est-ce qu'on s'attelle à la dimension coopérative dans les chaînes de valeur? Alors, bien sûr, pas seulement sur un point de vue théorique, hein, comment est-ce qu'on organise ça? Et peut-être que ce truc-là, c'est vraiment travailler sur la forme de division du travail. On sait que c'est ultra difficile, c'est presque prométhéen, ou sisyphéen, je ne sais pas, parce que de toute façon, dans l'intérêt chez les Grecs, il y a toujours des endroits où il y a de la souffrance, donc on peut les citer de façon variée. Parce que les formes de la division du travail, elles fonctionnent par efficacité, et donc il y a un moment, si c'est moins efficace, est-ce que vous allez vous fournir chez des copains qui font une coopérative, ou chez des gens qui font un capitalisme pourri, mais qui vendent moins cher? Et du coup, la contrainte est extrêmement forte, parce qu'on sait très bien que ces coopératives, elles vivent toujours en univers capitaliste, et donc elles sont en lutte pour leur survie, et c'est aussi pour ça qu'elles engendrent un peu de souffrance, parce que en fait, elles sont très facilement sur régime pour gérer l'interne, pour gérer la survie, et du coup, si on ne traite pas de cette question-là, en fait, on se retrouve dans des modèles qui vivent un moment et qui après font exploser éventuellement leurs dirigeants. Il y a Michel Lallemand qui a écrit un bouquin sur Godin, là, une grande coopérative du 19e. Le titre du bouquin, c'est « Le travail de l'utopie ». Ah oui, il y a un travail de l'utopie en plus du travail réel et de la déconstruction de la division du travail. Donc c'est assez lourd, mais c'est probablement un des enjeux qui permet de résister aux deux puissances que tu as évoquées à travers Polanyi et Foucault. Je trouve que souffrance, c'est un bon endroit pour s'arrêter. Hein. Ouais, c'est pas voilà. mal. Je sais pas si... J'avais dit que j'essayais d'être positif et je finis sur souffrance. Bon. Voilà, nous sommes prêts à répondre à vos questions, surtout lui d'ailleurs. Si vous n'en aviez pas, on peut continuer la conversation autour d'un verre là-bas. Mais d'abord, quand même, soyons honnêtes. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques à faire? Madame? Ouais. Moi, ma question est pour vous. C'est dans votre travail d'enseignement, d'analyse continue, d'observation, qu'est-ce qui vous permet de garder confiance? Les questions les plus courtes sont les plus dures. Alors, je vais vous expliquer, je vais te dire un truc que j'ai vécu. Je faisais cours en 2002 en France, et j'ai fait un cours sur la mondialisation qui était hyper pessimiste, que je trouvais très réaliste. Et puis en 2002, c'est quand même un moment où on a eu des emmerdes. On a eu Jean-Marie Le Pen au 2e tour des élections. Et je me suis dit, en fait, on contribue tous à l'ivresse du pire. Chacun à son niveau. Bon, moi, je suis prof à la fac, je n'ai pas un pouvoir énorme sur la société, hein, mais voilà. Et en fait, cette ivresse du pire, ça dépend où on est. Moi, il se trouve que je suis prof d'éco. J'ai plein de moyens de dire que tout est foutu, la bête est morte, quoi.
Et du coup, c'est vrai que c'est un moment où, bon, du coup, je réponds très personnellement, hein, c'est une question personnelle. Hein. Je me suis dit que il y avait, je pense que c'est Gramsci qui dit ça aussi, l'optimisme de la volonté et le pessimisme de la connaissance. Donc lui, il était dans les prisons de Mussolini. Hein, c'est quand même, on est quand même vachement mieux à Smart. Hein. Mais du coup, derrière ce truc-là, c'est que utiliser les connaissances qu'on a pour avoir une espèce de en fait, une forme de pessimisme systémique. Voilà, moi, je pense avoir un pessimisme systémique et un optimisme personnel lié aux gens que je côtoie. Voilà, des éléments qui sont de nature personnelle, mais aussi à essayer de regarder et de soutenir là où se font des éléments de critique. Ce que moi, maintenant, du coup, j'appelle des marges instituantes, c'est-à-dire des endroits qui sont marginaux, qui ne sont pas très bien traités, qui sont en difficulté, qui combattent, et qui, d'un certain point de vue, acceptent des formes de frugalité. Et de ces formes de frugalité en font des tissus de richesse. Je ne sais pas si vous connaissez Patrick Vivray, il a beaucoup travaillé, il a travaillé sur les indicateurs de richesse en France, c'est un philosophe, et il bosse beaucoup sur cette question de frugalité heureuse. Et du coup, en essayant aussi d'instiller cette idée que dans nos luttes, si... alors, je ne dénie pas le fait qu'il y ait de la souffrance, qu'il y ait éventuellement du désir de violence, etc. Je pense que la violence se retourne quand même généralement toujours vers les dominés, éventuellement grâce aux bras armés de dominés qui sont nourris par les puissances dominantes. Hein. Mais du coup, ces éléments on va dire, de joie, de construction, de dire qu'on réussit à bâtir des choses, éventuellement qui ne durent pas. Voilà, éventuellement qui ne durent pas, parce que les alternatives doivent à un moment exister. Celles qui marchent bien sont très largement récupérées. Et on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais moi c'est un truc qui me fascine, c'est la puissance de récupération du capitalisme sur toutes les bonnes idées en les travestissant. Donc accepter d'un certain point de vue que ces idées soient travesties par des gueux, comme dit Kipling. Pour nourrir des seaux. Je ne sais pas comment il dit ça. Tu seras un homme, mon fils, qui est un poème très, très viriliste de Kipling. Bon, bref, je ne l'ai pas retenu. Pourtant, ma mère me l'a raconté 50 fois. Mais du coup, d'avoir cet élément en disant, si on n'est pas conduit à croire qu'on est capable quand même de faire quelque chose, mais pas à des échelles globales, hein, pas à renverser le capitalisme. Je crois que là, essayer de renverser le haut, c'est... mais du coup, c'est pour ça que je trouve que ces échelles intermédiaires sont des échelles dans lesquelles... en fait, il y a tout un courant d'analyse économique sur la dimension méso. Et le truc, c'est que c'est une échelle où les collectifs humains ont la capacité de produire des règles, des dispositifs, des systèmes de mesure à leur échelle, donc souvent dominés, toujours dominés, mais du coup d'avoir des poches de résistance. Et c'est d'un certain point de vue ça qui permet de continuer. Moi, j'avais une toute petite remarque ou des questions vis-à-vis de mes lectures de Foucault. Je ne sais pas quel positionnement vous avez ou quelle remarque vous avez vis-à-vis de ça. C'est vis-à-vis des divergences qu'il met en scène, vis-à-vis justement des systèmes de pensée entre justement le changement entre l'ordolibéralisme et le néolibéralisme. Et moi, ça m'a toujours frappé de voir justement les divergences dans les inerties de ces économies et de ces systèmes de pensée et de ce que ça implique sur le tissu justement productif, notamment industriel. Et c'est vrai que là, on assiste justement à une toute-puissance de l'Allemagne qui régulièrement, tous les 50 ans, monte en puissance avec toujours un système qui n'est pas du tout le libéralisme et qui a inscrit ou qui a spontanément en elle des attitudes extrêmement coopératives en interne et extrêmement agressives en externe. Et je trouve que là, on vit dans un moment un peu étrange et particulier où on a l'impression que c'est le capital qui domine, alors que ce qui peut dominer, ce sont des systèmes justement qui ont moins de pression, on va dire, concurrentielle en interne et un effet coopératif, mais une prédation vis-à-vis de l'extérieur. Et ça me paraît relativement un modèle explicatif qui est assez puissant, qui permet d'expliquer le Brexit, qui permet d'expliquer justement le populisme dans les pays de l'Est, et voire même l'arrivée au pouvoir de Trump qui a agité les barrières douanières comme élément, on va dire,
de protectionnisme face à ce qui était arrivé, je ne sais pas comment on pourrait dire, le moment ultime du libéralisme, qui était l'abaissement total de ces barrières douanières. Donc je trouvais que dans Foucault, on lisait déjà ces divergences entre ces deux moments, l'un ordo-libéral et l'autre néo, et je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Désolé d'avoir été si long. C'est une question pour toi, ça, Thomas. Mais on a dit que c'est toi qui avais lu Foucault. Moi, j'ai parlé des livres que tu n'avais pas lus. Personnellement, je ne suis pas capable de vous répondre. Vraiment, je ne connais pas suffisamment la doctrine pour vous répondre. Alors, moi, ce que je crois, c'est qu'en fait, il y a eu une évolution de la nature de la notion entre ordolibéralisme et néolibéralisme. L'ordolibéralisme est globalement beaucoup plus de l'ordre de la doctrine et moins directement mise en œuvre. Et donc, je ne ferai pas tout à fait le parallèle entre ordolibéralisme, néolibéralisme et l'évolution historique que tu soulignais, mais je vais en dire deux mots quand même. Pour moi, le fait, c'est que le néolibéralisme s'est généralisé bien au-delà de ce que disait la doctrine. Donc, quand on en fait l'histoire, on fait souvent l'histoire de la doctrine. Moi, je ne suis pas trop versé dans l'histoire des doctrines. Ce que je trouve marquant, mais du coup, je m'arrête. 79, je crois. Ouais, dans tout le courant des années 70, c'est plus facile pour moi comme ça, la montée des néolibéralismes dans leur forme organisée. Et donc, ils ne sont plus basés en tant que tels sur des doctrines, parce que ce n'est pas les doctrines qui dictent les organisations économiques, elles nourrissent des systèmes. Et du coup, ce que je pense, c'est que la généralisation des formes néolibérales, c'est le modèle politique qui accompagne une accumulation du capital, c'est-à-dire qui accompagne des dynamiques économiques. Et du coup, les formes de néolibéralisme sont plurielles, et le vecteur commun, c'est la mobilisation de l'action de l'État au service du capital. Et du coup, c'est des formes différentes, et ça je suis carrément d'accord avec toi. Et du coup, dans la variété des capitalismes, il y a tout un courant de pensée sur les variétés de capitalisme, avec un modèle, notamment le modèle rhénan, dans lequel les formes de coopération restent fortes. Du coup, ces formes néolibérales ont frappé des économies spécifiques, des capitalismes, on va dire des capitalismes nationaux, des modèles de capitalisme nationaux différemment, qui sont emparés de la dynamique néolibérale différemment, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où le néolibéralisme a complètement diffracté l'organisation. En Grande-Bretagne, ça a renforcé complètement les inégalités. Et d'un certain point de vue, le Brexit, c'est l'ensemble de ceux qui souffraient de cette dynamique-là, qui ont dit on s'en va, et en fait, ce qui va profiter vraisemblablement à la City pour en faire un univers encore plus déréglementé. Donc ça, c'est le grand mensonge qu'il y a derrière le Brexit, d'un certain point de vue, porté par la masse de ceux qui souffrent et préempté dans une dynamique de renforcement, cette fois-ci surtout du processus de financiarisation, plus que de néolibéralisation, mais qui sont associés. En Allemagne, moi, le petit point que j'aurais par rapport à ce que tu as évoqué, c'est qu'en effet, il y a une dynamique de coopération interne qui est assez forte, qui est très ancienne, qui est très identifiée, des logiques de cogestion, une forme d'unité une certaine unité du corps social. Ce qu'on a remarqué dans les travaux plus récents, dans la composition des élites d'entreprises allemandes, c'est que la dynamique de financiarisation commence à détruire en partie cette logique-là, et que je crois qu'il y a quelque chose d'absolument fascinant qui se passe, c'est le forme de sécessionnisme des élites. Et c'est quelque chose qui est très préoccupant en Allemagne, qui est assez nouveau en Allemagne, c'est-à-dire des corps d'entreprise qui sont progressivement financiarisés. Et donc c'est un truc très simple, le processus financiarisé. Ça veut dire qu'en tant que dirigeant d'entreprise, tu es rémunéré par des dispositifs qui sont liés au cours de ton action et non pas par des réussites de l'organisation industrielle de ton entreprise. Et là, il y a une nouvelle génération de dirigeants allemands depuis une dizaine d'années qui sont des dirigeants financiarisés, qui sont du coup en partie coupés des corps sociaux originels, c'est-à-dire qui ne sont plus nécessairement formés en Allemagne, mais qui peuvent être formés dans d'autres pays. Et donc, il y a cette espèce d'élite avec une dimension un peu en partie transnationale qui que je crois être en partie sécessionniste, c'est-à-dire qui se désintéresse d'une grande partie de la population des pays dans lesquels ils sont. Donc, ça avait été décrit déjà il y a 20 ans par Riccardo Petrella, avec des villes privées pour ces populations-là, d'une forme de coupure extrêmement puissante. Et donc, je crois que cet élément-là du sécessionnisme
Il y a pas mal de travaux qui sortent en France aussi sur le sécessionnisme de la haute administration en France, où on a progressivement des corps d'administration qui étaient extrêmement structurants, qui participaient d'un faire société lié à la puissance des services publics, qui font partie de l'identité et d'un certain point de vue d'éléments de justice sociale qui existaient, et que ces corps-là disent, bon, bah, on a les mêmes compétences que les cadres du privé, qu'on devrait être payés comme eux, et en fait, qui sont dans un mouvement de coupure. Et ça, je crois que c'est pas sans lien avec les errements des partis socialistes, hein, qui étaient quand même en partie nourris intellectuellement de ces corps sociaux-là. Et donc, on a à se pencher très sérieusement sur cette sociologie des élites et sur cette coupure-là, parce qu'elle pourrait être complètement délétère. J'avais dit que je voulais être positif, optimiste. Là, sur les élites, c'est difficile. Peut-être à la réponse à la question que va poser Yulek. Oui, alors, si je peux poser une question qui revienne au niveau du sol et du méso. Vous êtes français, alors c'est peut-être pas de votre faute, et vous êtes nourri de l'histoire des coopératives françaises. Et on voit bien que les coopératives françaises ont énormément de mal à dépasser une certaine taille. Ce qui les rend à la fois vulnérables individuellement et ce qui, très curieusement, les met en concurrence les unes avec les autres. Alors, il y a plusieurs questions que je pourrais poser. C'est, connaissez-vous des remèdes ? C'est peut-être une autre question plus générale. C'est comment pourrait-on modifier quelques gènes dans le cœur des coopératives françaises pour les inciter à collaborer plutôt qu'à se chamailler. Oui, alors c'est clair que le mouvement coopératif en France est un mouvement complètement tronqué. En particulier, j'ai l'impression, enfin c'est en tout cas l'idée que j'en ai, du fait que dans beaucoup de pays, le coopérativisme et le mutualisme s'est développé parce que l'appareillage d'État était souvent plus faible, ce n'est pas toujours le cas, et que les systèmes de solidarité organisés par la puissance publique, contrôlés par la puissance publique étaient puissants, et que l'expansion de la sphère publique a été en partie défavorable au mouvement coopératif. Je pense que ça c'est assez net. Ce n'est pas la seule explication, parce qu'il y a un certain nombre de pays dans lesquels il y a conjointement de la puissance publique et du mouvement coopératif, mais c'est quand même un élément de réponse. C'est certain que c'est des coopératives qui sont souvent de petite taille. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour les aider ? Le problème, c'est que une des clés qui est utilisée actuellement pour porter le développement de l'économie sociale, donc j'ai changé de vocabulaire, je suis passé de coopérative à économie sociale. Actuellement, c'est la voie de l'entrepreneuriat social, donc c'est une vision qui est beaucoup plus en faveur d'une dimension de business qui parfois oublie la dimension essentielle du coopérativisme liée à cette question de la propriété et de une personne une fois. Et donc, parmi les instruments dont on peut disposer maintenant pour participer à améliorer le financement, développer une logique d'expansion, c'est une vision qui est extrêmement pro-business. Peut-être que c'est qu'en France, on a un patronat qui est assez stupide à travers le MEDEF, mais que peut-être que le patronat qu'on a dans les coopératives n'a pas tout à fait a pas réussi à saisir cette opportunité. L'opportunité que le patronat soit stupide. Bon, je ne dis pas que les patronats ailleurs sont mieux, hein, mais bon, là, tu me parles directement de la situation française, et de toute façon, en effet, je parlais plutôt de la situation française. Donc, je
je serais assez intéressé. Oui, je voudrais bien essayer de réfléchir un petit peu plus à ce comment. Mais c'est vrai que les processus de mise en concurrence sont très forts. Et puis il y a un autre aspect, c'est que dans les grandes coopératives, il y a quand même quelques grandes coopératives, notamment dans le domaine bancaire, notamment dans le domaine agricole, et que en fait la question de grandir n'est pas nécessairement toujours la solution, parce que les grandes coopératives ont eu un niveau de dévoiement des idéaux d'origine absolument stupéfiant. En particulier le crédit agricole qui a non seulement poussé au surendettement les agriculteurs, mais a poussé au pire travers du productivisme agricole. Donc, est-ce que grandir est toujours la solution? En partie, oui, en univers capitaliste, mais les expériences de grandes coop en France, si on regarde Crédit Agricole d'un côté, si on regarde les grandes coopératives céréalières ou sucrières, ou laitières, ce sont des très grandes, quand on regarde comment est composé COP FR, donc l'ensemble de toutes les COP, et sans parler, ou en parlant donc, des coopératives de commerçants. Les coopératives de commerçants qui ont la particularité d'être, les membres sont on va dire des dirigeants d'hypermarchés ou de supermarchés, voilà, Leclerc, Super U, etc., sont des coopératives qui utilisent le système coopératif, mais qui ont un modèle d'emploi qui est un modèle d'emploi extrêmement classique, précaire, et un modèle d'achalandise, du lien avec les fournisseurs. Donc en fait la question de la grande taille, je ne sais pas exactement comment y répondre, mais je ne sais pas si j'ai envie d'y répondre, parce que les exemples que je vois sont pas la Caisse des Jardins au Québec, sont pas Mondragon au Pays Basque. Et du coup, c'est vrai que les exemples de grandes coopératives en France, là, on a le dirigeant d'Arkema, filiale du coopératif de Bretagne, qui part avec 2 500 000 € dans un mouvement coopératif. Donc moi, je suis au Crédit Mutuel. Ok, c'est plus que ce que j'ai sur mon compte, en effet. Donc le mouvement coopératif, lorsqu'il a réussi à croître, a dévoyé totalement ses idéaux. Donc du coup, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai terminé sur la question de l'intercoopération, parce que je pense que des structures de petite taille en réseau ou interreliées peut-être permettraient et de grossir et d'éviter ce dévoiement total. Bon, comment on fait pour avoir confiance? Je ne sais pas. J'ai pas dit que je répondais à chaque fois qu'à la fin je finissais bisounours, ça non plus. Merci. Une autre question? Pascal? Merci pour la présentation, Caramello. J'avais une question pour le professeur Lamarche. Je voudrais un peu rebondir sur ce qui a été dit, revenir au méso. Est-ce que vous pensez que si on prend la situation de la France, dans cette France de la fragmentation, qui connaît quand même de très très grosses poches, expérience de grosses poches d'inégalité, est-ce que, comme vous l'avez suggéré, l'avenir est-ce qu'il y a un avenir pour ces champs d'expérimentation sociale qu'on voit dans les territoires, et dans le cadre duquel le mouvement coopératif prend sa place? Est-ce que vous pensez que c'est un phénomène qui, avec ces problèmes de fragmentation qu'on connaît actuellement et ces problèmes d'inégalité, de manque d'absence de cohésion sociale, etc., est-ce que vous pensez que c'est dans les territoires et dans des expérimentations plutôt micro qu'on pourra peut-être évoluer et développer des modèles alternatifs, ou est-ce que vous pensez que ça reste relativement marginal pour le moment? Oui, je crois tout à fait. Ouais. Bah, c'est une des raisons de confiance. Je pense qu'en fait, il y a vraiment il y a une certaine effervescence. Bon, il y a une très grosse pression du social business, sans aucun doute. Et puis l'organisation publique, les délégations interministérielles, le secrétariat d'État et anciens dirigeants du mouvement des entrepreneurs sociaux. Donc l'attention du public, la puissance publique et des financements publics est tournée vers la dimension la plus entrepreneuriale. Néanmoins, il y a une forme d'activisme, notamment territorial, beaucoup sur des questions alimentaires, sur des questions de circuits courts,
je crois je crois vraiment qu'il y a une question de renouveau. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Comment ça va être récupéré? Il y a, par exemple, tout le mouvement autour des sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui sont des coopératives dans lesquelles il y a des collectivités territoriales qui peuvent être membres, mais aussi, donc la particularité de ces coopératives-là, c'est qu'il peut y avoir des travailleurs et des travailleuses, mais aussi des usagers et des usagères, mais aussi la société civile. Dans Enercop, il y a Greenpeace, le comité de lutte pour les énergies renouvelables. Donc il y a cette dimension-là, multi-parties prenantes, où dans la forme SIC, il y a quelque chose qui est une réinvention du travail du commun quand même. Alors bien sûr, il y a des instrumentalisations par les pouvoirs publics, c'est-à-dire les pouvoirs publics, plutôt que de créer une activité publique, vont créer une activité en SIC. Donc ça, c'est la dynamique néolibérale sous tension de fonds publics, c'est évident. Donc on peut dire que d'un certain point de vue, si on veut avoir une posture très critique, un peu le mauvais côté de la critique bourdieusienne, c'est de dire que ces éléments-là sont des soutiens d'une dynamique néolibérale. Oui, ces éléments-là naissent dans une fragmentation néolibérale, c'est évident. Est-ce qu'ils en sont le soutien? Ça va, hein. Quand on est soi-même chercheur, fonctionnaire, dire qu'aux autres ils sont des suppôts du néolibéralisme parce qu'ils survivent, moi je la trouve un peu sévère, la critique. C'est pas que j'aime pas mes collègues bourdieusiens, je trouve qu'il y a un moment, il y a des critiques qui passent pas quand elles sont sur la façon dont elles opèrent. Hein. Donc je pense qu'il y a un gros renouveau, il y a beaucoup d'activismes environnementaux. Donc il y a des structures qui sont des fois pas organisées, qui sont d'autres qui sont associatives, d'autres qui sont voilà. Là, je crois qu'il y a vraiment un truc un peu de fourmillement. Bien évidemment, en termes de puissance économique, c'est relativement faible. Ça s'agrège difficilement. Donc en termes d'indicateurs, c'est très peu. Et puis quand ça grossit comme Biocop, ça connaît plein d'éléments de crise parce que les crises de croissance dans les modèles coopératifs sont extrêmement régulières. Mais il ne faut pas croire que les crises de croissance dans les autres formes d'entreprise sont moindres. Elles se traduisent différemment. Et on dit, il y a des entreprises qu'on s'entend, Renault, Pepsi-Cola, etc. Mais est-ce que c'est la même entreprise qu'auparavant? Non, elles ont connu des crises. Et ces crises se sont traduites différemment, bien évidemment. La particularité, c'est qu'elles cherchent à porter une forme de transformation du monde social. Voilà, donc c'est vrai que c'est ce côté délicat. Non, je crois qu'il y a un vrai renouveau. Il y a aussi des pôles territoriaux de coopération économique qui sont une espèce de cluster d'économie sociale. Donc, bref, il y a quand même beaucoup de choses qui se jouent. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de formations qui s'intéressent à ça. Alors, le problème, bien évidemment, c'est toujours le même. C'est ce que nous dit Henri Desroches. Hein. C'est que dès qu'il commence à y avoir quelque chose d'un peu instituant, qui commence à inventer, il devient institué, reconnu et il s'organise, se bureaucratise, il développe sa propre technostructure. Donc ça, c'est comment dire, un horizon un peu indépassable, cette tension du fait que les choses s'instituent et se stabilisent. Si je voulais faire du Patrick Vivray, je dirais que d'un certain point de vue, dans l'amour, c'est pareil aussi. Il y a un moment de passion et il y a un moment où ça s'institutionnalise. Je continue pas parce que j'ai toujours du mal à faire ce parallèle-là, mais c'est vrai qu'il y a des éléments dans lesquels il y a ces éléments de tension, et donc on va essayer de le réguler, de trouver des formes de modus vivendi. Et l'autre difficulté, et là je crois que ça c'est vraiment rude, c'est qu'il y a des formes néolibérales d'économie sociale. Et là, elles sont extrêmement... elles sont redoutables parce que c'est la puissance de la récupération des univers symboliques qu'on cherche à développer, et c'est le travestissement des idéaux. Et donc là, comme puissance dépréciative, ça peut être vraiment très délicat. Et il y a beaucoup d'initiatives. Moi, c'est une discussion que j'ai régulièrement avec la mairie de Paris qui fait des trophées de l'économie sociale. Oui. Ils finissent par être des agents d'une économie sociale néolibérale. Est-ce qu'ils s'en rendent compte ou pas? Certains ne s'en rendent pas compte. Donc ça c'est un autre truc, quoi. En fait, dans le monde des startups ou de l'économie classique, beaucoup de choses reposent sur des égos énormes, des personnalités, des grands succès, des fortunes faites, et des personnalités dont on parle après pendant très longtemps et qui sont des exemples, des grands noms, des grands exemples qui donnent envie à des gamins, à des gamines, à des jeunes
de se lancer dans leur business, dans leur création d'entreprise et qui veulent atteindre ce type de niveau de réussite. Le mouvement coopératif, pour ce que j'en sais, est atteint du mal de l'humilité et de la modestie. À part un Leclerc ou un Jérôme Sadier, on connaît très très peu de noms qui émergent de ce milieu. Comment résoudre ce problème d'humilité? Comment résoudre ce problème d'attirance qui permettrait éventuellement à quelques jeunes victorieux en volonté de victoire de créer des coopératives qui prendraient une certaine ampleur? Est-ce que le mal n'est pas dans le fruit qui est de rester petit toujours? Je sais pas trop. D'abord, je suis pas sûr qu'il y ait toujours ce mal de l'humilité. Je pense qu'il y a bien des égos dans le monde de l'économie sociale, au monde associatif, au monde coopératif, il y en a. Ils s'expriment différemment. Je ne suis pas sûr que la solution pour le monde coopératif, ce soit de donner plus de place au triomphe d'un égo dominant, viriliste et visibilisant. C'est pas ça que vous avez dit, hein, j'ai bien entendu. Hein. J'ai un peu transformé à ma sauce, parce que je trouve que derrière le monde de la start-up fait beaucoup de mal à des formes d'économie sociale. Hein. Par exemple, il y a eu une petite expérience à Paris sur un espace, une friche qui s'appelait Les Grands Voisins dans le 14e. Là, à un moment, avec un manufacture coopérative, on travaillait là-bas. Il y avait des gens qui disaient « je suis dans l'économie sociale » et en fait, ils étaient régis par un mode start-up. Alors moi, je crois que la question de la start-up, il y a la place de l'ego, mais aussi il y a le fantasme de la valorisation financière qui reste très présent dans le monde de la start-up. C'est quand même un moment, pas forcément d'être la licorne valorisée 1 milliard, mais que même si on ne vend pas grand-chose, au bout d'un moment, on peut vendre, si on fait une start-up dans un domaine numérique, si on est suffisamment crédible, qu'on a fait suffisamment de storytelling, on va être acheté par Google, quoi. Donc il y a cette dimension financiarisée qui est très présente. Il y a l'autre aspect que tu évoques sur la place des égos et des grands destins. Moi, je suis pas très à l'aise avec ça, parce que je pense que ces grands destins, ils donnent trop de place à une logique, d'un certain point de vue, à la Foucault, de surhomme. Et qu'en fait, c'est ceux qui sont connus dans leur grand destin, ils ont été assis sur la multitude, ou bien ils leur ont marché sur la tête. Et du coup, je dis pas que tout le monde est absolument pareil dans la vie, hein, mais du coup, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin d'avoir plus de place pour la reconnaissance des gros égos. Et que peut-être que même un petit processus de dilution des égos, un égo 5CH, tu vois, on prend 3 granules d'égo 5CH, avec une très forte dilution, ça nous suffirait. Donc je ne dis pas simplement ça pour faire une petite pirouette d'homéopathie, mais que je pense que de donner peu de place au triomphe des égos est peut-être un des éléments de la solution pour sortir d'un monde concurrentiel, d'hypervalorisation, de palmarès. Et du coup, ce n'est pas forcément le mal de l'humilité. Je ne suis pas certain du diagnostic sur le mal de l'humilité, en fait. Si je peux à mon tour citer un livre, on pourrait peut-être parler de celui d'Eve Capello, Artiste versus Manager, qui a montré comment le modèle narcissique de l'artiste a fini par percoler dans le monde de l'entreprise, au point que certains se définissent vraiment comme des créateurs, je sais pas, des Léonard de Vinci, de la soupe en boîte, par exemple. Je vais reposer la même question que tout à l'heure, mais sous une forme différente. Donc je ne dis pas que les coopératives, pour bien vivre, doivent nécessairement gagner en taille. Mais est-ce que vous ne croyez pas que l'avenir des coopératives, et je pense notamment à Smart, est dans une toute autre
définition de ce que sont les utilisateurs de la coopérative dans le cas de Smart, et que quand on parle d'entreprises partagées, quand on parle du fait que les membres de Smart, donc les coopérateurs de Smart, sont dans leur entreprise, ça ne procède pour l'instant que du discours. Et est-ce que vous ne croyez pas qu'une des solutions pour sortir de l'impasse, c'est de réellement transformer l'entreprise en une communauté de compétences, c'est-à-dire en utilisant le levier des compétences réunies au sein de la coopérative pour faire se développer des projets de tout un chacun à l'aide des capacités qui sont là, qui sont à disposition et qui permettraient à la fois de mieux développer des projets et surtout de créer des sentiments d'appartenance qui me paraissent essentiels. Bon, je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour dire ce que doit être Smart, alors parce que je pense qu'en fait, dans le fonctionnement coopératif, c'est surtout les membres qui doivent dire ce qui doit se passer plutôt que des extérieurs, et en particulier pas membre de Smart. des extérieurs qui ne sont pas membres de Smart, qui ne sont pas... voilà, donc je ne dis pas ça pour me défiler, je vais quand même dire quelque chose, mais je dis ça très sérieusement. Je pense que le modèle du sachant externe disant vous devriez faire ça n'est pas forcément le modèle parfait notamment pour la production de l'autonomie des sujets acteurs de leur vie. Et si je dis ça, c'est justement pour souligner la suite de ce que tu as dit, c'est que moi, si je crois que le modèle coopératif, ou d'un certain point de vue le modèle associationnisme, c'est-à-dire parce qu'il y a plein de formes différentes, a du sens, c'est dans les approfondissements des processus démocratiques, donc qui sont coûteux, qui supposent de l'éducation permanente, qui supposent en fait un effort pour ne pas être dans une position passive. Et d'un certain point de vue, le modèle de la subordination capitaliste, en particulier dans la période fordiste d'après-guerre, qui en gros est une période dans laquelle on accroît quand même les rémunérations, eh bien, il y a une partie du mouvement syndical qui dit on ne veut pas en Allemagne justement, mais dit on ne veut surtout pas avoir affaire avec la direction, on ne veut pas avoir affaire avec la stratégie, on veut que les conditions de travail soient meilleures. Et donc, il y a une demande sociale d'hétéronomie, c'est-à-dire de ne pas participer à la direction. Et ce truc-là existe vraiment. Et une partie de la frange syndicale est dans cette posture-là de ne pas vouloir faire. Ça, c'est une manière pour moi de dire que je ne crois pas que l'ensemble du corps social se réalisera dans le monde coopératif. Mais entre l'ensemble du corps social et les petites coopératives, il y a un milieu. Et je viens au cœur de la question. Et donc, je crois que cette question de vouloir vivre en démocratie dans l'entreprise, c'est-à-dire d'être quelqu'un d'actif, qui s'informe, qui monte en compétences, qui, du coup, participe d'un processus à nouveau d'éducation permanente, c'est-à-dire être capable de se former quand bien même on vient d'un corps technique moins valorisé, qui n'a pas accès à des instruments de connaissance génériques, mais au contraire très techniques. Ça, je pense que c'est un processus d'approfondissement de la démocratie, et je pense que ça c'est vraiment un truc d'avenir, qui consiste à dire que la démocratie, c'est pas lié au monde extérieur et à un processus dans lequel on s'exprime une fois de temps en temps, mais que c'est un processus d'un certain point de vue total, dans lequel il y a l'engagement et qui est basé sur la compétence des individus, et que cette démarche-là suppose plutôt d'en faire plus sur la mobilisation des sujets, sur l'engagement des personnes. C'est probablement plus compliqué quand c'est des très grosses structures, parce qu'il y a plein d'éléments organisationnels et d'éléments de dissociation
et on s'éloigne d'une connaissance interpersonnelle, et donc ça suppose d'avoir plein d'éléments qui produisent du lien, de l'identité, de la reconnaissance, de l'attachement. Et donc il y a besoin d'assez grande force pour produire ces éléments d'agglomération, mais c'est une forme qui, en fait, qui est résolument, alors je ne sais pas si vous dire postmoderne, j'aime pas trop le terme postmoderne, mais qui est l'avenir de la démocratie dans l'organisation. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle je travaille là-dessus, et ça se base sur la compétence des personnes qui sont mises en œuvre dans l'organisation, certainement. Moi, j'aurais bien une question qui est, vous n'avez pas soif? Si. Merci beaucoup de votre attention.